Le silence de la nuit enveloppait la tour-lumière, comme un voile de velours noir. Seules les lumières tamisées des bureaux du dernier étage perçaient l'obscurité, créant des reflets dorés sur les vitres panoramiques qui dominaient Lyon. Dans cette cathédrale de verre et d'acier, où se brassaient millions d'euros et destinées d'entreprises, une silhouette frêle se déplaçait entre les bureaux luxueux, un chariot de nettoyage glissant silencieusement sur le marbre poli. Élise Moreau s'arrêta un instant, posant sa main fatiguée sur son front moite. Ses cheveux châtains s'échappèrent de sa queue de cheval, encadrant un visage aux traits délicats marqué par l'épuisement. 24 ans, et déjà le poids du monde sur ses épaules. Ses yeux noisettes, habituellement pétillants de détermination, trahissaient ce soir une lassitude profonde qui semblait avoir pris racine dans son âme. « Encore 2 bureaux », murmura-t-elle pour elle-même, regardant sa montre qui affichait 23h47. Dans quelques heures, elle devrait être debout pour son premier service à la boulangerie Saint-Antoine, où l'odeur des croissants chauds et le sourire forcé l'attendaient déjà. La salle de réunion du conseil d'administration s'étendait devant elle, imposante avec sa longue table en ébène et ses fauteuils de cuir noir. Les murs étaient ornés de tableaux de maîtres et de photos de projets architecturaux grandioses. Élise commença son travail méticuleux, aspirant chaque parcelle de poussière, essuyant chaque surface avec un soin qui trahissait son respect pour ce lieu qui lui semblait si éloigné de sa réalité. Ses gestes devenaient de plus en plus lents, ses paupières de plus en plus lourdes. La journée avait été particulièrement éprouvante. La clinique. Elle avait dû consoler une patiente âgée qui pleurait en silence dans la salle d'attente, et ses larmes avaient ravivé sa propre angoisse concernant sa mère. Marie Moreau luttait contre un cancer du sein depuis 6 mois, et chaque traitement coûtait une fortune que leur modeste assurance ne couvrait qu'en partie. Élise s'assit un instant sur l'un des fauteuils, juste pour reprendre son souffle. Le cuir était d'une douceur incroyable, si différent des chaises en plastique de leur petit appartement de Vénissieux. Elle ferma les yeux juste une seconde, se laissant envelopper par ce confort qu'elle ne connaissait que par procuration. Le sommeil la prit par surprise, comme un voleur silencieux. Sa tête se pencha doucement contre le dossier et ses mains se détendirent sur ses genoux. Dans son rêve, elle était de nouveau enfant courant dans les champs de lavande près de la maison de sa grand-mère en Provence. Sa mère était là, rayonnante de santé, lui tressant des couronnes de fleurs sauvages. Il n'y avait pas de factures à payer, pas de nuit blanche, pas de cette angoisse constante qui lui serrait le cœur depuis des mois. Les premières lueurs de l'aube commençaient à filtrer à travers les baies vitrées quand Gabriel Valois poussa la porte de la salle de réunion. Il était 6h30. Et comme chaque matin depuis 3 ans, il arrivait le premier au bureau pour préparer sa journée dans le calme. Héritier à 32 ans d'un empire financier bâti par son grand-père, Gabriel avait la réputation d'être un homme inflexible, perfectionniste jusqu'à l'obsession. Il s'arrêta net en découvrant la jeune femme endormie dans son fauteuil habituel. Ses traits se durcirent instinctivement. Il détestait les imprévus, les situations qui échappaient à son contrôle rigide. Mais quelque chose dans la scène le troubla. Cette femme de ménage qu'il avait aperçue à plusieurs reprises sans jamais y prêter attention semblait si fragile, si vulnérable dans son sommeil. Gabriel observa son visage paisible, ses mains abîmées par le travail, la fatigue inscrite dans chaque ligne de son corps. Il y avait quelque chose de profondément humain dans cette image, quelque chose qui contrastait violemment avec l'univers aseptisé dans lequel il évoluait. Ses employés, ses associés, même ses proches, tous portèrent des masques, tous jouaient des rôles. Cette femme, dans son sommeil, était d'une authenticité troublante. Élise remua légèrement, un léger sourire effleurant ses lèvres. Gabriel se surprit à retenir son souffle, comme s'il avait peur de briser ce moment de pure innocence. Puis, lentement, les paupières de la jeune femme se soulevèrent, révélant des yeux confus qui mirent quelques secondes à se focaliser sur lui. La panique s'empara immédiatement d'Élise. Elle se redressa brusquement, manquant de renverser son chariot de nettoyage. « Monsieur Valois, je suis désolé, je ne voulais pas... » Sa voix tremblait, et Gabriel vit des larmes de honte perler au coin de ses yeux. Il aurait dû la réprimander, la renvoyer sur le champ. C'était ce qu'on attendait de lui, ce qu'il avait toujours fait face à ce genre de situation.
mais les mots de colère refusaient de sortir. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il finalement, sa voix plus douce qu'il ne l'avait voulu. Élise le regarda, surprise par le ton. « Élise Moreau, monsieur. Je travaille pour la société de nettoyage Éclat depuis 8 mois. Je vous promets que cela ne se reproduira plus jamais. » Gabriel hocha lentement la tête, ses yeux gris-bleus ne quittant pas son visage. « Vous avez l'air épuisée, mademoiselle Moreau. » Ces mots, prononcés avec une douceur inattendue, firent vaciller les défenses d'Élise. Personne depuis très longtemps ne s'était inquiété de son état. Elle rassembla rapidement ses affaires, murmurant des excuses confuses, et sortit précipitamment de la salle, laissant Gabriel seul, avec ses pensées et une sensation étrange au creux de la poitrine. Ce matin-là, pour la première fois depuis des années, Gabriel Valois ne parvint pas à se concentrer sur ses dossiers. L'image d'Élise endormie dans son fauteuil, si paisible malgré son épuisement évident, ne cessait de revenir le hanter. Il y avait quelque chose de profondément troublant dans cette rencontre, quelque chose qui ébranlait les fondations de son monde parfaitement ordonné. Le réveil sonna à 5h15 dans le petit appartement de Vénissieux, mais Élise était déjà debout depuis 10 minutes, incapable de chasser de son esprit l'humiliation de la nuit précédente. Elle se glissa silencieusement hors de sa chambre pour ne pas réveiller sa mère, dont le sommeil était devenu si fragile depuis le début des traitements. Dans la kitchenette exiguë, elle prépara rapidement un café noir et quelques tartines. Ses mains tremblaient encore légèrement en repensant au regard de Gabriel Valois. Ses yeux gris-bleus l'avaient scruté avec une intensité troublante, mais sans la colère qu'elle redoutait. Pourtant, elle était convaincue que ses jours à la Tour-Lumière étaient comptés. « Élise !» La voix faible de sa mère la fit sursauter. « Maman, tu devrais dormir encore. Il est très tôt. » Marie Moreau apparut dans l'encadrement de la porte, enveloppée dans sa robe de chambre rose pâle qui flottait maintenant sur son corps amaigri. Malgré la maladie, elle conservait cette élégance naturelle qui avait fait d'elle autrefois l'une des plus belles femmes de leur quartier. « J'ai entendu du bruit. Tout va bien, ma chérie ?» Élise s'empressa de sourire, cachant son angoisse derrière un masque d'optimisme qu'elle maîtrisait parfaitement. « Tout va très bien. J'étais juste un peu en retard ce matin. » Marie s'approcha et caressa tendrement la joue de sa fille. « Tu travailles trop, mon cœur. Ces cernes sous tes yeux me inquiètent. Ne t'en fais pas pour moi. Concentre-toi sur ta guérison. Docteur, Rousseau a dit que les résultats s'amélioraient, non ?» Un sourire fragile illumina le visage de Marie. « Oui, il y a de l'espoir. Mais je ne veux pas que tu sacrifies ta jeunesse pour moi. Tu devrais sortir, rencontrer des gens de ton âge, vivre un peu. » Élise embrassa sa mère sur le front. « Ma vie, c'est toi, et mes études. C'est tout ce dont j'ai besoin pour l'instant. » Après avoir quitté l'appartement, Élise prit le tramway bondé vers le centre-ville. La boulangerie Saint-Antoine se trouvait dans une rue pittoresque du vieux Lyon, avec ses façades Renaissance et ses traboules mystérieuses. Malgré l'heure matinale, l'animation régnait déjà. Les livreurs déchargeaient leurs marchandises, les commerçants ouvraient leurs boutiques, et l'odeur du pain frais se mêlait à celle du café. « Bonjour, Élise !» l'accueillit chaleureusement Madame Dubois, la propriétaire de la boulangerie. Femme ronde et souriante approchant la soixantaine, elle traitait ses employés comme sa propre famille. « Bonjour, Madame Dubois. Excusez-moi, je suis un peu en retard. Quelques minutes seulement, ne t'inquiète pas. Mais tu as l'air fatiguée, ma petite. Cette histoire de 3 emplois me préoccupe. » Élise enfila rapidement son tablier et se dirigea vers l'espace de service. Il le faut bien. Les factures ne se perdent pas toutes seules. La matinée passa rapidement dans un ballet familier. Servir les habitués qui venaient chercher leur pain quotidien, préparer les commandes spéciales, nettoyer les présentoirs. Élise aimait ce contact humain, ces conversations brèves mais chaleureuses avec les clients. Ici, elle n'était pas invisible comme à la Tour-Lumière. Vers 11h30, elle croisa son reflet dans la vitrine et soupira. Ses cheveux étaient ébouriffés, sa peau pâle trahissait sa fatigue. Comment pourrait-elle un jour prétendre à autre chose qu'à cette vie de labeur? L'image de Gabriel Valois, si élégant dans son costume sur mesure, lui revint en mémoire. 2 mondes qui n'étaient pas faits pour se rencontrer.
L'après-midi à la clinique Bellecour offrait un contraste saisissant. Située dans le quartier huppé du 2e arrondissement, la clinique accueillait une clientèle aisée dans un cadre moderne et feutré. Élise y officiait comme réceptionniste, gérant les rendez-vous et accueillant les patients avec le sourire professionnel qu'elle avait appris à perfectionner. « Mademoiselle Moreau », l'interpella Dr Lemaire, le directeur médical, « j'ai reçu d'excellents retours sur votre travail. Les patients apprécient votre gentillesse et votre efficacité. Merci, docteur. J'essaie de faire de mon mieux. Avez-vous déjà pensé à vous orienter vers le secteur médical? Avec votre sens du contact et votre sérieux, vous pourriez envisager une formation d'aide-soignante ou même d'infirmière. » Élise sentit son cœur se serrer. « J'aimerais beaucoup, mais mes études de littérature et mes obligations familiales ne me le permettent pas pour l'instant. » Dr Lemaire hocha la tête avec compréhension. « Je comprends. Mais n'oubliez pas que les opportunités peuvent se présenter quand on s'y attend le moins. Restez ouverte aux possibilités. » Ces paroles résonnèrent dans l'esprit d'Élise pendant le reste de l'après-midi. Combien de rêves avait-elle mis de côté par nécessité? Combien de fois s'était-elle dit que sa situation était temporaire, qu'elle ne durerait que le temps de voir sa mère guérir et de terminer ses études? Le soir venu, elle se retrouva une fois de plus devant la tour Lumière. Son cœur battait la chamade à l'idée de croiser Gabriel Valois. Peut-être était-ce son dernier jour. Elle avait passé l'après-midi à chercher d'autres opportunités d'emploi au cas où. La société de nettoyage Éclat l'employait depuis 8 mois et jamais elle n'avait eu le moindre problème. Martine, la responsable, l'appréciait pour son sérieux et sa discrétion. Mais un incident avec un client aussi important que Valois, un associé, pourrait tout changer. « Élise !» l'interpella justement Martine en la croisant dans le hall. « Il faut qu'on parle. » Le sang d'Élise ne fit qu'un tour. « C'est à propos de ce matin, n'est-ce pas ?» Martine fronça les sourcils. « Ce matin? Non, c'est à propos du planning. On a eu une commande supplémentaire pour demain, et j'aurais besoin que tu restes 1 heure de plus. » Un soulagement immense envahit Élise. « Bien sûr, pas de problème. Tout va bien? Tu as l'air bouleversé. »« Non, non, tout va bien. J'ai juste eu une longue journée. » Pendant qu'elle montait vers les étages supérieurs, Élise réfléchit à la bizarrerie de la situation. Pourquoi Gabriel Valois ne l'avait-il pas signalé? Pourquoi avait-il fait preuve de cette clémence inattendue? Arrivée au dernier étage, elle constata que les bureaux étaient éteints. Tant mieux, elle pourrait travailler tranquillement sans risquer une nouvelle rencontre embarrassante. Mais en passant devant la salle de réunion où tout avait commencé, elle ne put s'empêcher de s'arrêter. Sur la table trônait une tasse de café encore fumante et un petit mot griffonné à la main, pour éviter que la fatigue ne vous rattrape de nouveau. « Bonne soirée, GV ». Élise resta figée, tenant le papier entre ses doigts tremblants. Ce geste simple, cette attention inattendue, la touchait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Gabriel Valois pensait-il vraiment à elle? Ou était-ce simplement de la politesse bourgeoise? Elle but le café lentement, savourant sa chaleur réconfortante. Pour la première fois depuis des mois, quelqu'un s'était soucié de son bien-être. C'était un sentiment étrange, troublant, qui réchauffait son cœur fatigué. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, Élise observa son reflet dans les vitres du tramway. Peut-être que Dr Lemaire avait raison. Peut-être que les opportunités se présentaient quand on s'y attendait le moins. Et peut-être que sa rencontre avec Gabriel Valois n'était pas aussi anodine qu'elle le pensait. Gabriel Valois n'arrivait pas à se concentrer sur les colonnes de chiffres qui s'étalaient devant lui. Depuis 3 jours, l'image d'Élise Moreau hantait ses pensées avec une persistance qui l'agaçait et l'intriguait à la fois. Il avait l'habitude de compartimenter sa vie, de séparer hermétiquement ses émotions de ses responsabilités professionnelles. Pourtant, cette jeune femme aux yeux noisettes avait réussi à créer une brèche dans ses défenses soigneusement construites. « Monsieur Valois ?» La voix de sa secrétaire, Madame Bernstein, le ramena brutalement à la réalité. Femme d'une efficacité redoutable, elle travaillait pour la famille Valois depuis 15 ans et connaissait Gabriel mieux que personne. « Oui, Madame Bernstein, votre rendez-vous avec les représentants de la banque Rothschild est dans 10 minutes. Dois-je leur faire patienter ?»
Gabriel regarda sa montre, surpris de constater qu'il était déjà 14h50. Non, faites-les entrer dans 5 minutes, et apportez-moi le dossier sur l'acquisition du groupe marseillais. Madame Bernstein hocha la tête, mais s'attarda un instant. Tout va bien, monsieur? Vous semblez préoccupé ces derniers jours. Gabriel leva les yeux vers elle. Cette femme d'une 60aine d'années l'avait vue grandir, avait été témoin de ses succès comme de ses rares moments de vulnérabilité. Si quelqu'un pouvait déceler ses troubles, c'était bien elle. « Dites-moi, Madame Bernstein, que savez-vous de la société de nettoyage qui s'occupe de nos bureaux ?» La question sembla la surprendre. « Éclat Service ? C'est une petite entreprise familiale, très sérieuse. Pourquoi cette question ? Simple curiosité. Ils font du bon travail. » Madame Bernstein plissa légèrement les yeux, mais se contenta d'acquiescer avant de sortir. Gabriel savait qu'elle avait deviné que sa question cachait autre chose, mais il n'était pas prêt à expliquer ce qui lui arrivait. Le reste de l'après-midi se passa dans un brouillard de réunions et de décisions stratégiques. Gabriel fonctionnait en pilote automatique, ses gestes et ses paroles dictés par des années d'expérience. Mais une partie de son esprit était ailleurs, anticipant déjà le moment où il pourrait revoir Élise. Vers 22h, il quitta ostensiblement son bureau, salua le gardien de nuit et remonta discrètement par l'escalier de service. Il se sentait ridicule, comme un adolescent en proie à ses premiers émois. Lui, Gabriel Valois, héritier d'un empire financier, se cachait dans son propre immeuble pour apercevoir une femme de ménage. Il l'entendit avant de la voir. Des pas légers dans le couloir, le bruit feutré d'un chariot sur la moquette épaisse. Puis elle apparut, concentrée sur sa tâche, ses cheveux châtains remontés en un chignon simple qui dégageait la courbe gracieuse de son cou. Gabriel l'observa depuis l'embrasure d'une porte, frappé une fois de plus par la grâce naturelle de ses gestes. Elle travaillait avec une méticulosité touchante, traitant chaque objet avec respect, comme si elle était chez elle plutôt que dans un bureau impersonnel. « Bonsoir, mademoiselle Moreau. » Élise sursauta violemment, manquant de renverser son seau d'eau. En le voyant sortir de l'ombre, son cœur s'emballa. « Monsieur Valois, je ne savais pas que vous étiez encore là. J'avais oublié quelques dossiers. » Le mensonge lui vint naturellement. « J'espère que je ne vous dérange pas ?»« Non, pas du tout. C'est votre entreprise, après tout. » Un silence gêné s'installa entre eux. Gabriel cherchait ses mots, lui qui était habituellement si sûr de lui dans toutes les situations. Le café était excellent l'autre soir, merci. Un léger sourire éclaira le visage d'Élise. Il n'y a pas de quoi. C'était très gentil de votre part. Vous avez l'air moins fatigué ce soir. J'ai réussi à dormir un peu plus. Ma mère va mieux, alors je me fais moins de soucis. Gabriel nota le « ma mère » et se demanda quelle était l'histoire de cette jeune femme. Où était son père? Pourquoi devait-elle travailler autant? Votre mère est malade? Élise hésita. Elle n'avait pas l'habitude de parler de sa vie privée, surtout pas avec un homme comme Gabriel Valois. Mais quelque chose dans son regard l'encourageait à la confidence. Elle suit un traitement contre le cancer. Les médecins sont optimistes, mais... Sa voix se brisa légèrement. Gabriel sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Je suis désolé. C'est pour cela que vous travaillez autant ?» Élise hocha la tête, incapable de parler. Les émotions qu'elle gardait enfouies au fond d'elle-même menaçaient de déborder. « Asseyez-vous » dit doucement Gabriel en désignant l'un des fauteuils du couloir. « Je ne peux pas. Je dois finir mon travail. Votre travail peut attendre 5 minutes. » Il y avait dans sa voix une autorité bienveillante qu'Élise ne put ignorer. Elle s'assit timidement au bord du fauteuil, les mains croisées sur ses genoux. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» demanda Gabriel en s'installant en face d'elle. « 8 mois. Avant, je ne faisais que la boulangerie et la clinique, mais les frais médicaux. » Elle s'interrompit, réalisant qu'elle en disait trop. Que pouvait comprendre cet homme à sa situation, lui qui n'avait probablement jamais eu à compter ses euros? « Vous étudiez aussi, si j'ai bien compris ?» Élise le regarda avec surprise. « Comment le savez-vous ? Vous avez des taches d'encre sur les doigts. Et il y avait un livre de littérature française qui dépassait de votre sac l'autre soir. » Cette attention aux détails la troubla. Personne ne la regardait jamais d'assez près pour remarquer ce genre de choses. « Oui, je suis en 3e année de littérature française à l'université Lumière Lyon 2. J'aimerais enseigner un jour. Et vos parents ? Il n'y a que ma mère et moi.
Mon père nous a quittés quand j'avais 12 ans. Gabriel encaissa l'information sans commentaire. Il commençait à comprendre la force de caractère de cette jeune femme, sa détermination silencieuse. L'enseignement, c'est un beau projet. Qu'est-ce qui vous passionne dans la littérature? Les yeux d'Élise s'illuminèrent pour la première fois depuis le début de leur conversation. Les mots, la façon dont ils peuvent transformer une réalité, donner de l'espoir. J'aime l'idée de transmettre cette magie à d'autres. Mes auteurs préférés sont Colette, Marguerite Duras. Elles ont su parler de la condition féminine avec une telle justesse. Gabriel l'écoutait, fasciné par la passion qui transformait son visage. Cette femme avait une profondeur, une richesse intellectuelle qui contrastait violemment avec la superficialité de son entourage habituel. Et vous, monsieur Valois, qu'est-ce qui vous passionne en dehors des affaires? La question le prit au dépourvu. Depuis quand personne ne lui avait-il demandé ce qui le passionnait vraiment? Il s'interrompit, réalisant qu'il n'avait pas de réponse immédiate. J'aime l'architecture. La façon dont les bâtiments racontent l'histoire d'une époque, d'une société. C'est pour cela que votre entreprise investit dans l'immobilier? En partie, oui, mais aussi parce que c'est rentable, avoua-t-il avec un sourire ironique. Élise sourit à son tour. Au moins, vous êtes honnête. Ils restèrent ainsi quelques minutes, dans un silence qui n'avait rien de gênant. Pour la première fois depuis longtemps, Gabriel se sentait en paix, libéré du poids de ses responsabilités et de ses obligations sociales. « Je dois vraiment reprendre mon travail », finit par dire Élise. « Si quelqu'un nous voyait, vous avez raison. » Gabriel se leva, mais resta un instant immobile. « Mademoiselle Moreau, Élise, cela vous dérangerait-il si nous reprenions cette conversation un autre soir ?» Élise sentit son cœur bondir dans sa poitrine. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée, monsieur Valois. Nous venons de mondes si différents. Appelez-moi Gabriel, et les mondes peuvent se rapprocher, si on le souhaite vraiment. » Il partit sans attendre sa réponse, la laissant seule avec ses pensées tumultueuses et une sensation étrange au creux de l'estomac. Pour la première fois depuis des mois, Élise se sentait vue, entendue, respectée pour ce qu'elle était vraiment. Cette nuit-là, en terminant son travail, elle ne put s'empêcher de sourire. Peut-être que sa mère avait raison. Peut-être était-il temps de laisser un peu de place à l'imprévu dans sa vie si bien réglée. Les jours suivants prirent une teinte différente pour Élise. Elle se surprenait à penser à Gabriel pendant ses heures de travail à la boulangerie, ses doigts traçant machinalement des motifs sur le comptoir en marbre pendant qu'elle servait les clients habituels. Madame Dubois ne tarda pas à remarquer son air songeur. « Ma petite Élise, tu as l'air dans les nuages ces derniers temps. Il y a quelque chose que tu veux me dire ?» Élise sursauta, réalisant qu'elle avait servi la même cliente 2 fois sans s'en apercevoir. « Non, non, tout va bien, je suis juste un peu fatiguée. »« Fatiguée ou amoureuse ?» demanda Madame Dubois avec un sourire malicieux. « J'ai l'œil pour ces choses-là, tu sais ?» Le rouge monta aux joues d'Élise. « Amoureuse? Mais pas du tout. » Madame Dubois plissa les yeux d'un air entendu. « Si tu le dis. Mais fais attention à toi, ma chérie. L'amour peut être merveilleux, mais il peut aussi faire très mal quand les circonstances ne s'y prêtent pas. » Cette mise en garde résonna dans l'esprit d'Élise pendant tout le reste de la matinée. Avait-elle été si transparente? Et surtout, était-ce vraiment de l'amour qu'elle ressentait pour Gabriel, ou simplement de la gratitude pour sa gentillesse inattendue? À la clinique, l'après-midi passa plus lentement. Docteur Lemaire était en congé, et son remplaçant, un jeune médecin arrogant fraîchement sorti de ses études, traitait le personnel avec condescendance. Élise encaissa ces remarques déplacées en silence, mais chaque mot blessant ravivait sa conscience des inégalités sociales. « Mademoiselle, j'espère que vous comprenez l'importance de la discrétion dans cet établissement, » lui lança-t-il, après qu'elle eut accueilli la femme d'un homme politique en vue. « Nous ne sommes pas dans une boulangerie de quartier ici. » Le commentaire était gratuit et méchant. Élise serra les dents, se contentant d'acquiescer poliment. Mais intérieurement, elle bouillait. Comment ce médecin pouvait-il savoir qu'elle travaillait dans une boulangerie? Et en quoi cela diminuait-il sa valeur en tant que personne? Le soir venu, elle se dirigea vers la tour Lumière avec un mélange d'appréhension et d'espoir. Reverrait-elle Gabriel?
Leur conversation de la veille avait-elle été réelle ou bien avait-elle rêvé cette complicité naissante? En arrivant au dernier étage, elle découvrit un petit paquet posé sur son chariot de nettoyage. À l'intérieur, elle trouva un livre, Sido, de Colette, dans une belle édition reliée, accompagnée d'un mot écrit de la même écriture élégante que la première fois. « Puisque vous aimez Colette, j'ai pensé que cette édition vous plairait. Les mots ont le pouvoir de nous transporter au-delà de nos circonstances. Bonne lecture. » Élise porta le livre contre son cœur, émue aux larmes. Personne ne lui avait jamais offert quelque chose d'aussi personnel, d'aussi parfaitement choisi. Gabriel avait non seulement écouté ce qu'elle lui avait dit, mais il s'en était souvenu et avait agi en conséquence. « J'espère que mon choix vous convient. » Elle se retourna et le vit, appuyé contre l'encadrement de la porte de son bureau, les mains dans les poches de son pantalon. Il avait retiré sa veste et desserré sa cravate, ce qui lui donnait un air moins formel, plus accessible. « Gabriel, c'est magnifique, mais je ne peux pas accepter. C'est trop... » « Trop quoi ?» Il s'approcha d'elle lentement. « Trop cher? Trop personnel? Ou trop risqué ?» Élise baissa les yeux. « Les trois, peut-être. Regardez-moi. » Sa voix était douce, mais ferme. Quand elle releva la tête, il poursuivit. « Je n'ai pas acheté ce livre par pitié ou par condescendance. Je l'ai acheté parce que j'ai eu envie de vous faire plaisir, parce que votre passion pour la littérature m'a touché. Est-ce si difficile à accepter? Vous ne comprenez pas. Des gens comme moi ne reçoivent pas de cadeaux de gens comme vous. Ça ne marche pas comme ça. » Gabriel fronça les sourcils. « Des gens comme moi? Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez très bien ce que ça veut dire. Vous êtes Gabriel Valois, héritier d'un empire financier. Moi je suis Élise Moreau, femme de ménage qui cumule 3 emplois pour payer les factures d'hôpital de sa mère. Nous ne vivons pas dans le même monde. » Et alors? La véhémence de sa réponse la surprit. Qui a décrété que nos mondes ne pouvaient pas se rencontrer? Qui a écrit ces règles stupides qui nous empêchent de nous parler, de nous apprécier? Élise sentit des larmes lui monter aux yeux. La société, la réalité, le bon sens. Gabriel s'approcha encore, jusqu'à se trouver à quelques centimètres d'elle. Et si on ignorait la société, la réalité et le bon sens, juste pour ce soir? Si on était simplement Gabriel et Élise, 2 personnes qui ont envie d'apprendre à se connaître? Le cœur d'Élise battait si fort qu'elle était sûre qu'il l'entendait. L'intensité de son regard la troublait, faisait vaciller toutes ses résolutions. « Je ne sais pas comment faire ça, » murmura-t-elle. « Moi non plus, » avoua-t-il avec un sourire. « Mais on pourrait apprendre ensemble. » Il lui tendit la main. « Venez, j'aimerais vous montrer quelque chose. » Après un moment d'hésitation, Élise prit sa main. Ses doigts étaient chauds, rassemblés, et elle sentit une décharge électrique remonter le long de son bras. Gabriel l'emmena jusqu'à l'ascenseur privé qui menait au toit de l'immeuble. « Où m'emmenez-vous ? » Faire un voyage sans bouger de Lyon. Les portes s'ouvrirent sur un jardin suspendu qu'Élise n'aurait jamais soupçonné. Des plantes vertes cascadaient le long des murs, des lampions créaient une ambiance feutrée, et la vue sur la ville était à couper le souffle. Lyon s'étendait à leurs pieds, la Saône serpentant entre les lumières comme un ruban d'argent. « C'est magique !» souffla Élise. « J'ai fait aménager cet espace il y a 3 ans. Quand la pression devient trop forte, je viens ici pour retrouver un peu de paix. » Ils s'installèrent sur l'un des bancs face à la vue panoramique. Élise serrait toujours le livre de Colette contre elle. « Pourquoi me montrez-vous cet endroit ?» demanda-t-elle. Gabriel resta silencieux un moment, contemplant les lumières de la ville. « Parce que depuis notre conversation d'hier soir, je n'arrive plus à penser à autre chose qu'à vous. Parce que votre simplicité, votre authenticité, tout ce que vous êtes me bouleverse, et parce que j'ai envie de partager avec vous ce qui m'est précieux. » Élise sentit son monde basculer. « Gabriel, je sais que c'est compliqué, je sais que nous venons d'univers différents, mais je sais aussi que je ne me suis jamais senti aussi vivant qu'en votre compagnie. » Elle le regarda, cet homme puissant qui semblait soudain si vulnérable. « Et moi, je ne me suis jamais senti aussi effrayé. » Effrayé de quoi? De tout, de vous, de ce que je ressens, de ce qui pourrait arriver, de la chute surtout. Gabriel prit doucement sa main libre. « Et si on ne tombait pas? Et si on s'envolait sous le ciel étoilé de Lyon,
avec la ville qui scintillait à leurs pieds, Élise sentit quelque chose céder en elle. Pour la première fois depuis des mois, elle s'autorisa à rêver à autre chose qu'à la survie quotidienne. Elle s'autorisa à croire qu'elle méritait peut-être d'être heureuse. Une chose à la fois, murmura-t-elle. Commençons par apprendre à nous connaître. Gabriel sourit et dans ce sourire, Élise vit toute la tendresse du monde. Une chose à la fois, répéta-t-il. Ils restèrent ainsi longtemps, main dans la main, regardant Lyon s'endormir sous leurs yeux, chacun sentant que quelque chose d'irréversible venait de se produire entre eux. Les semaines qui suivirent prirent un rythme particulier. Gabriel trouvait 1000 prétextes pour s'attarder au bureau le soir, et Élise découvrait qu'elle accomplissait ses tâches avec une efficacité nouvelle, libérant ainsi du temps pour leurs conversations improvisées. Leur rencontre se déroulait toujours dans l'ombre, loin des regards curieux, comme un secret précieux qu'ils partageaient. Ce soir-là, la pluie battait contre les immenses baies vitrées de la tour Lumière. Gabriel attendait Élise dans son bureau, 2 tasses de thé fumant posées sur la table basse, près des fauteuils qu'il avait fait installer spécialement pour leur rendez-vous officieux. « Bonsoir », murmura Élise en entrant, ses cheveux légèrement humides à cause de l'averse. « Bonsoir, vous êtes trempé. » Il se leva pour lui tendre une serviette qu'il gardait désormais dans son bureau. Ce geste simple, cette prévenance quotidienne, touchait Élise plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Merci. Cette pluie est arrivée si soudainement. Asseyez-vous, réchauffez-vous. Comment s'est passée votre journée ?» Élise s'installa dans le fauteuil qui était devenu le sien, acceptant avec gratitude la tasse de thé brûlant. Cette question, Gabriel la lui posait chaque soir, et elle s'était mise à attendre ce moment où quelqu'un s'intéressait vraiment à sa journée. « Difficile, avoua-t-elle. Ma mère a eu ses résultats d'analyse aujourd'hui. » Ah, Gabriel se figea, sa tasse à mi-chemin de ses lèvres. « Et c'est encourageant. Le traitement fonctionne, mais... » Elle soupira. « Les médecins veulent prolonger la chimiothérapie de 3 mois. Ça représente des frais supplémentaires énormes. »« Combien ?» La question était directe, sans détour. Élise hésita. Parler d'argent avec Gabriel lui paraissait toujours déplacé, tant leur réalité financière était éloignée. Élise, « Combien ?» insista-t-il doucement. « 15 000 €, après le remboursement de la sécurité sociale. C'est plus que ce que je gagne en 1 an. » Gabriel posa sa tasse et se pencha vers elle. « Je peux vous aider. »« Non ?» La réponse fusa, catégorique. « C'est gentil, mais non. »« Pourquoi ?»« Parce que je ne veux pas que notre amitié soit basée sur l'argent. Parce que je ne veux pas vous devoir quoi que ce soit. Et parce que j'ai ma fierté. » Gabriel admira cette détermination, même si elle le frustrait. « Votre fierté vaut-elle plus que la santé de votre mère ?» La question était cruelle, mais nécessaire. Élise sentit les larmes lui monter aux yeux. « Ce n'est pas juste de me demander ça. Je sais, mais la vie n'est pas juste non plus. Vous travaillez 18 heures par jour, vous sacrifiez votre jeunesse, vos études, votre bonheur pour des principes. Ces principes sont tout ce qui me reste. » Sa voix se brisa. « Sans eux, qui suis-je? La pauvre fille qui a accepté la charité du riche héritier. » Gabriel se leva et s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Vous êtes Élise Moreau. Vous êtes courageuse, intelligente, belle. Vous êtes celle qui illumine mes soirées depuis des semaines. L'argent ne changerait rien à tout cela. Vous ne comprenez pas. Pour vous, 15 000 €, c'est le prix d'une montre, d'un dîner au restaurant. Pour moi, c'est l'impossible. Ah, alors laissez-moi rendre l'impossible possible. » Élise retira ses mains des siennes et se leva, marchant vers la fenêtre. La pluie avait redoublé d'intensité et Lyon disparaissait derrière un rideau d'eau. « J'ai trouvé un 4e emploi, » dit-elle sans se retourner. « Le week-end, dans un supermarché, avec les heures supplémentaires, j'arriverai peut-être à rassembler la somme. »« Un 4e emploi ?» Gabriel était scandalisé. « Mais quand dormez-vous? Quand vivez-vous? Je dors quand je peux. Et vivre ?» Elle eut un rire amer. « Vivre, c'est un luxe que je ne peux pas me permettre pour l'instant. » Gabriel sentit une colère sourde monter en lui. Pas contre Élise, mais contre ce système qui pouvait réduire une femme exceptionnelle à un tel épuisement. « Et nous ?» demanda-t-il. « Ces moments que nous passons ensemble ?» Élise se retourna enfin, et il vit que des larmes coulaient sur ses joues.
C'est la partie de ma vie qui me tient encore debout, mais je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir ce rythme. Gabriel la rejoignit près de la fenêtre et l'enveloppa délicatement dans ses bras. Elle se laissa aller contre lui, savourant cette chaleur, ce réconfort qu'elle ne s'autorisait que dans ses bras. « Écoutez-moi, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Je ne parle pas de charité, je parle d'un prêt. Vous me rembourseriez quand vous le pourrez, sans intérêt, sans pression. Juste l'assurance que votre mère guérira et que vous ne vous tuerez pas à la tâche. Et si je ne peux jamais vous rembourser, alors considérez ça comme un investissement dans votre avenir, dans notre avenir. » Le mot « notre » résonna dans l'esprit d'Élise. Avait-il un avenir ensemble? Cette pensée l'effrayait et l'exaltait à la fois. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-elle finalement. « Bien sûr, mais promettez-moi de ne pas prendre ce 4e emploi avant d'avoir donné votre réponse. » Élise hocha la tête, incapable de parler. Gabriel essuya doucement ses larmes avec son pouce. « Parlez-moi de votre mère. Comment était-elle avant la maladie ?» Le changement de sujet fut bienvenu. Élise sourit à travers ses larmes. Elle était rayonnante. Elle travaillait comme couturière dans un atelier de haute couture à Lyon. Elle confectionnait des robes magnifiques pour des mariages, des galas. Ses mains étaient magiques. Elle me disait toujours que les vêtements racontent des histoires, qu'ils portent les rêves de celles qui les portent. Elle vous a transmis cette sensibilité, cette façon de voir la beauté partout. Peut-être. Elle m'a surtout appris la dignité. Quand mon père est parti, elle aurait pu s'effondrer. Au lieu de cela, elle a relevé la tête et m'a élevé seule, sans jamais se plaindre. « Votre père, voulez-vous en parler ?» Élise hésita. C'était un sujet qu'elle abordait rarement, même avec les rares personnes proches. Il était commercial dans une entreprise d'électroménager, charmant, séduisant, mais instable. Il avait toujours des projets grandioses qui ne se concrétisaient jamais. Un jour, il a rencontré sa secrétaire, plus jeune, sans responsabilité. Il a choisi la facilité. « Je suis désolé, ne le soyez pas. Sa lâcheté m'a appris à ne compter que sur moi-même. C'est une leçon précieuse, même si elle est douloureuse. » Gabriel réfléchit à ces mots. Lui qui avait grandi dans un cocon doré, protégé de toutes les difficultés matérielles, découvrait une forme de courage qu'il n'avait jamais eu à développer. « Et vous ?» demanda Élise. « Parlez-moi de votre famille. » Mon grand-père a créé l'entreprise dans les années 1950. Mon père l'a développée jusqu'à en faire ce qu'elle est aujourd'hui. J'ai hérité de tout cela à sa mort, il y a 5 ans. Vous vous entendiez bien avec lui ? Gabriel eut un sourire mélancolique. Il était exigeant, perfectionniste. Il voulait faire de moi son successeur parfait. Je pense qu'il a réussi, mais au prix de beaucoup de spontanéité et de liberté. Et votre mère, elle est morte quand j'avais 15 ans. Cancer également. Élise posa instinctivement sa main sur son bras. Je suis désolé. C'est pour cela que votre situation me touche autant. Je sais ce que c'est de voir quelqu'un qu'on aime se battre contre cette maladie. Et je sais aussi ce que c'est de ne pas pouvoir l'aider, malgré tout l'argent du monde. Ils restèrent silencieux un moment, unis dans cette compréhension mutuelle de la douleur. Gabriel ? Oui, merci d'être là. Merci de m'écouter. Il resserra son étreinte. Merci à vous de me laisser entrer dans votre vie. Vous me donnez envie d'être un homme meilleur. Dehors, la pluie commençait à se calmer, mais ni l'un ni l'autre n'avait envie de briser ce moment de tendresse partagée. Pour la première fois depuis longtemps, Élise se sentait moins seule face à ses difficultés, et Gabriel découvrait qu'aimer quelqu'un pouvait donner un sens nouveau à sa vie privilégiée. Le week-end arriva avec la douceur d'un matin de printemps lyonnais. Pour la première fois depuis des mois, Élise avait accepté de prendre une pause dans son planning infernal. Gabriel l'avait convaincue de passer un samedi après-midi avec lui, loin de la Tour Lumière et de leurs rôles respectifs d'employés et patrons. Ils s'étaient donné rendez-vous dans le vieux Lyon, près de la cathédrale Saint-Jean. Élise arriva la première, nerveuse dans sa simple robe bleu marine, la plus belle qu'elle possédait. Elle observait les touristes déambuler dans les rues pavées quand elle sentit une présence derrière elle. « Vous êtes magnifique !» Elle se retourna et resta sans voix. Gabriel portait un jean et une chemise blanche ouverte au col.
ses cheveux légèrement ébouriffés par le vent. Il paraissait plus jeune, plus accessible, débarrassé de l'armure de ses costumes 3 pièces. Vous aussi, vous êtes différent. Différent comment? Plus humain. Elle rougit immédiatement. Je veux dire, Gabriel éclata de rire. Un rire franc qui fit chavirer le cœur d'Élise. Je vois ce que vous voulez dire. C'est le but. Aujourd'hui, nous ne sommes ni Monsieur Valois ni Mademoiselle Moreau. Nous sommes juste Gabriel et Élise. Ils commencèrent leur promenade dans les traboules secrètes du vieux Lyon. Gabriel connaissait l'histoire de chaque passage, de chaque bâtiment Renaissance. Sa passion pour l'architecture transformait leurs pas en voyage dans le temps. Cette traboule date du XVIe siècle, expliqua-t-il en la guidant dans un passage étroit entre 2 immeubles. Les soyeux l'utilisaient pour transporter leurs précieuses étoffes à l'abri de la pluie et des regards indiscrets. Élise effleurait les murs anciens, imaginant les vies qui s'étaient déroulées entre ces pierres. C'est fascinant. Vous connaissez Lyon comme votre poche. J'y suis né, j'y ai grandi. Mais je dois avouer que je le redécouvre à travers vos yeux. Vous avez une façon de voir les choses qui me fait remarquer des détails que j'avais oubliés. Ils émergèrent sur une petite place ensoleillée où un marché aux puces battait son plein. Élise s'arrêta devant un étal de livres anciens, ses doigts caressant délicatement les reliures usées. « Regardez » murmura-t-elle en prenant un volume. Une première édition de La Vagabonde de Colette. Le libraire, un homme âgé aux lunettes perchées sur le bout du nez, sourit. « Ah, une connaisseuse! C'est un exemplaire rare, mademoiselle. »« Combien ?» demanda Gabriel. « 250 €. » Élise reposa immédiatement le livre. « C'est trop cher. »« Merci, monsieur. » Gabriel était déjà en train de sortir son portefeuille, mais Élise l'arrêta d'un regard ferme. « Non, » articula-t-elle silencieusement. Il comprit et rangea son argent, mais garda en mémoire le titre et l'adresse de la librairie. Ils poursuivirent leur balade jusqu'aux berges de la Saône. L'après-midi était doux, et de nombreux Lyonnais profitèrent du soleil sur les quais. Gabriel acheta 2 glaces chez un glacier ambulant, et ils s'installèrent sur un banc face à la rivière. « Parlez-moi de vos rêves, » dit Gabriel en regardant les péniches glisser sur l'eau. « Mes rêves ?» Élise lécha sa glace à la vanille, réfléchissant. « J'aimerais voyager, voir Venise, comme dans les romans de Philip Sollers, visiter la maison de Virginia Woolf en Angleterre, découvrir les paysages qui ont inspiré mes auteurs préférés. Et professionnellement, enseigner, bien sûr, transmettre ma passion pour les mots, peut-être même écrire un jour. » Elle eut un rire timide. « C'est ridicule, n'est-ce pas? Une femme de ménage qui rêve d'écrire. » Gabriel se tourna vers elle, le visage grave. « Ne dites jamais cela. Vos origines ne définissent pas votre valeur ni vos capacités. Beaucoup d'écrivains célèbres ont commencé par des métiers modestes. Mais, et vous? Quels sont vos rêves ?» Gabriel resta silencieux un long moment. « Vous savez, c'est la première fois qu'on me pose cette question depuis des années. Tout le monde tient pour acquis que diriger l'entreprise familiale est mon rêve. Mais ce n'est pas le cas? Au début, si. J'étais fier de perpétuer l'œuvre de mon grand-père. Mais maintenant, il soupira. J'aimerais construire quelque chose qui ait du sens. Pas seulement faire fructifier de l'argent, mais créer des projets qui améliorent vraiment la vie des gens. Des logements sociaux beaux et dignes, des espaces culturels accessibles à tous. Pourquoi ne le faites-vous pas? Le conseil d'administration, les actionnaires, ils attendent de la rentabilité, pas de l'idéalisme. Mais vous êtes le patron, non? Gabriel sourit de sa naïveté. En théorie, oui. En pratique, c'est plus compliqué. Élise le regarda avec une intensité nouvelle. Vous savez ce qui me plaît chez vous? Non, dites-moi. Sous vos costumes sur mesure et vos manières parfaites, vous avez gardé une âme. Vous pourriez réaliser vos rêves si vous en aviez vraiment le courage. Gabriel fut frappé par la justesse de cette observation. Cette femme qu'il connaissait depuis quelques semaines le cernait mieux que ses proches qui l'entouraient depuis des années. Et vous, vous avez le courage de réaliser les vôtres? Je n'ai pas le choix. C'est ça ou renoncer. Ils terminèrent leur glace en silence, chacun perdu dans ses pensées. Le soleil commençait à décliner, projetant des reflets dorés sur la Saône. « Élise? Oui, j'ai pris une décision concernant votre mère. » Elle se raidit. « Gabriel, écoutez-moi d'abord.
Je vais créer une fondation. Une fondation qui aide les familles confrontées aux frais médicaux lourds. Votre mère sera l'une des premières bénéficiaires, mais pas la seule. Ce ne sera pas de la charité, mais un système d'aide structuré et officiel. Élise le regarda abasourdie. Vous feriez cela? Je le fais. Les papiers sont déjà en cours. Cette fondation, c'est aussi pour moi, pour donner un sens à ma fortune, pour réaliser ces rêves dont nous parlions. Les larmes montèrent aux yeux d'Élise. Je ne sais pas quoi dire. Dites oui. Laissez-moi aider votre mère. Laissez-moi vous aider à retrouver une vie normale. Et en échange, Gabriel prit sa main. En échange, continuez à être vous-même. Continuez à me faire voir le monde avec vos yeux. Continuez à croire que je peux être meilleur que ce que je suis. Élise sentit toutes ses résistances s'effondrer. D'accord, mais à une condition. Laquelle? Je veux travailler pour cette fondation. Bénévolement au début, puis officiellement quand j'aurai fini mes études. Je veux aider d'autres personnes comme ma mère. Gabriel porta sa main à ses lèvres et y déposa un baiser tendre. Marché conclu. Au moment où ses lèvres touchèrent sa peau, Élise sentit une décharge électrique parcourir tout son corps. Ce geste simple, empreint de respect et de tendresse, scellait quelque chose entre eux. « Gabriel » murmura-t-elle. « Oui, merci, pour tout, pour avoir vu en moi autre chose qu'une femme de ménage fatiguée. Merci à vous de m'avoir montré qu'il existait autre chose que les salles de conseil et les dîners mondains. » Ils restèrent ainsi, main dans la main, regardant le soleil se coucher sur Lyon. Autour d'eux, la ville s'animait de ces bruits du soir, mais ils étaient dans leur bulle, protégés du monde extérieur par leur tendresse naissante. Pour la première fois depuis des mois, Élise envisageait l'avenir avec espoir. Et pour la première fois depuis des années, Gabriel ressentait cette plénitude que procure le sentiment d'être véritablement utile à quelqu'un qu'on aime. L'amour murmurait ses premiers mots entre eux, timidement, comme une promesse d'aurore après une longue nuit. Les murmures commencèrent un lundi matin, subtils comme une brise qui se lève. Dans les couloirs feutrés de Valois & Associés, les regards se faisaient plus insistants. Les conversations s'interrompaient au passage d'Élise. Elle sentait le poids de ces observateurs silencieux, sans comprendre encore ce qui avait changé. Ce fut Martine, sa responsable chez Éclat Services, qui l'informa de la situation lors de sa pause déjeuner. « Élise, il faut qu'on parle. » Le ton était grave, inquiétant. Elles s'installèrent dans le petit bureau que Martine occupait au rez-de-chaussée de la Tour Lumière. « Il y a des rumeurs qui circulent à votre sujet, et ça me préoccupe. » Quel genre de rumeurs? Martine hésita, visiblement embarrassée. « On dit que vous entretenez une relation particulière avec Monsieur Valois, que vous passez du temps ensemble après les heures de service. » Le sang d'Élise ne fit qu'un tour. Qui dit cela? Plusieurs employés. Le gardien de nuit affirme avoir vu Monsieur Valois s'attarder anormalement tard certains soirs. Et puis il y a eu cette histoire samedi. Quelle histoire? Vous avez été vus ensemble dans le Vieux Lyon. Une des secrétaires de direction vous a reconnu. Élise sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Elle aurait dû y penser, être plus prudente. Dans une ville comme Lyon, les hasards étaient toujours dangereux pour qui voulait préserver ses secrets. Martine, ce n'est pas ce que vous croyez. Je ne juge pas Élise. Vous êtes majeure et libre de vos choix. Mais je dois vous prévenir. Ces rumeurs remontent jusqu'au conseil d'administration, et ça pourrait mal se terminer pour vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Monsieur Valois est un homme important, promis à un grand avenir politique selon certains. Un scandale, même mineur, pourrait nuire à sa réputation. Et dans ce genre de situation, c'est toujours la personne la plus vulnérable qui paie les pots cassés. Ainsi, les mots de Martine résonnèrent dans l'esprit d'Élise pendant tout l'après-midi. À la clinique, elle accomplissait ses tâches machinalement, l'esprit ailleurs. Docteur Lemaire, de retour de congé, remarqua son trouble. « Mademoiselle Moreau, tout va bien? Vous semblez soucieuse. »« C'est ma mère, docteur. Les frais supplémentaires pour son traitement me préoccupent. » Ce n'était pas entièrement faux, même si ce n'était plus le cœur du problème. J'ai entendu parler d'une nouvelle fondation qui aide les familles dans votre situation. La Fondation Espoir, je crois. Vous devriez vous renseigner. Élise sursauta. Gabriel avait donc vraiment mis son projet à exécution.
et rapidement. Cette nouvelle aurait dû la réjouir, mais dans le contexte actuel, elle l'inquiétait davantage. Le soir venu, elle se dirigea vers la tour Lumière avec une appréhension grandissante. Comment allait-elle aborder le sujet avec Gabriel? Comment lui faire comprendre que leur relation naissante mettait en danger sa position, sa réputation, peut-être même son avenir? Gabriel l'attendait dans son bureau comme à son habitude, mais Élise remarqua immédiatement la tension dans ses épaules, les plis soucieux de son front. « Bonsoir » dit-elle en restant près de la porte. « Bonsoir. Asseyez-vous, nous devons parler. » Le ton était plus formel que d'ordinaire. Élise s'installa dans son fauteuil habituel, mais l'atmosphère chaleureuse de leur précédente rencontre avait disparu. « J'imagine que vous êtes au courant des rumeurs, » commença Gabriel. « Depuis ce matin, oui. Mon assistante m'a fait un rapport détaillé. Apparemment, notre discrétion n'était pas suffisante. » Élise sentit une pointe de reproche dans sa voix. « Gabriel, je suis désolé, j'aurais dû être plus prudente samedi. Ce n'est pas votre faute, c'est la mienne. J'aurais dû anticiper cette situation. » Un silence pesant s'installa entre eux. Gabriel se leva et marcha vers la fenêtre, les mains dans le dos. « Le conseil d'administration se réunit demain. Mon oncle Henri, qui dirige le conseil de surveillance, m'a déjà fait savoir qu'il souhaitait m'entretenir de cette affaire. Votre oncle, le frère de mon père, un homme de la vieille école, très attaché aux conventions sociales. Il considère que le moindre scandale pourrait nuire à l'image de l'entreprise. » Élise comprit où Gabriel voulait en venir. « Vous voulez que nous arrêtions de nous voir ?» Gabriel se retourna brusquement. « Non, ce n'est pas ce que je veux, mais je dois protéger votre emploi, votre réputation, et la mienne aussi, je l'avoue. Alors qu'est-ce que vous proposez? Que nous soyons encore plus discrets, que nous attendions que les rumeurs se calment ?» Élise secoua la tête. « Gabriel, vous ne comprenez pas. Dans mon milieu, les rumeurs ne se calment jamais. Elles s'amplifient, se déforment, deviennent des vérités. Alors que suggérez-vous » La question était lourde de sous-entendus. Élise sentit des larmes lui monter aux yeux. Peut-être que Martine avait raison, peut-être que nous venons de mondes trop différents pour que cela fonctionne. Peut-être que nous nous sommes laissés emporter par une illusion romantique. Gabriel s'approcha d'elle, le visage défait. « Vous ne pensez pas vraiment cela. Je ne sais plus ce que je pense. Tout ce que je sais, c'est que j'ai peur. Peur de perdre mon travail, peur que ma mère en pâtisse, peur de vous faire du mal. » Élise. « Non, laissez-moi finir. » Elle se leva, s'efforçant de garder sa dignité malgré l'émotion qui l'étreignait. « Vous avez votre entreprise, votre famille, votre avenir politique peut-être. Moi je n'ai que mes 3 emplois et ma mère malade. Je ne peux pas me permettre de tout risquer Pourquoi? Pour quelques semaines de bonheur volé? Pour l'amour, dit Gabriel simplement. Le mot tomba entre eux comme une pierre dans un lac calme, créant des ondulations infinies. Élise s'immobilisa, le souffle coupé. « Quoi? Je vous aime, Élise. Je sais que c'est compliqué, que c'est inattendu, que c'est peut-être même irresponsable. Mais je vous aime. » Élise sentit son cœur se briser et s'envoler à la fois. Ces mots qu'elle avait rêvé d'entendre arrivaient au pire moment possible. « Gabriel, je sais que vous ressentez quelque chose pour moi aussi. Je le vois dans vos yeux, je le sens quand vous me regardez. Ce que je ressens n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la réalité. Et la réalité, c'est que nous ne pouvons pas être ensemble. Pas dans ces conditions. » Gabriel s'approcha encore, jusqu'à pouvoir toucher ses mains. « Alors changeons les conditions. Épousez-moi. » Élise eut un hoquet de stupeur. « Quoi? Épousez-moi. Comme ça, il n'y aura plus de rumeurs, plus de scandales. Juste un homme et une femme qui s'aiment et qui construisent de quelque chose ensemble. Gabriel, vous êtes fou. Nous nous connaissons depuis quelques semaines. Et les différences sociales? Les différences sociales, je m'en moque. Mon grand-père était ouvrier avant de créer son entreprise. Ma grand-mère était femme de ménage. L'amour ne connaît pas les classes sociales. » Élise recula, bouleversée. « Je ne peux pas. C'est trop rapide, trop intense. J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Gabriel hocha la tête, même si elle voyait la déception dans ses yeux. « Combien de temps? » « Je ne sais pas. Du temps. »
Elle ramassa son sac et se dirigea vers la porte. Sur le seuil, elle se retourna une dernière fois. « Gabriel ? Oui ? Moi aussi je vous aime. C'est bien le problème. » Elle partit en laissant Gabriel seul avec ses pensées tumultueuses et une déclaration d'amour qui ressemblait étrangement à un adieu. Cette nuit-là, ni l'un ni l'autre ne trouva le sommeil. Dans son petit appartement de Vénissieux, Élise pleurait silencieusement pour ne pas réveiller sa mère. Dans son penthouse de Presqu'île, Gabriel fixait le plafond en se demandant comment faire pour ne pas perdre la femme qui avait donné un sens à sa vie. 3 jours s'écoulèrent sans qu'Élise et Gabriel se croisent. Lui multipliait les déplacements professionnels pour éviter d'être tenté de la chercher. Elle avait modifié ses horaires pour nettoyer les bureaux plus tard dans la nuit. Cette séparation volontaire leur pesait à tous les deux, mais elle semblait nécessaire pour laisser retomber la pression. Marie Moreau observait sa fille avec l'instinct maternel qui ne trompe jamais. Ce jeudi matin, en la voyant tourner sa cuillère dans son café sans y goûter, elle décida d'aborder le sujet. « Élise, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Rien, maman. Je suis juste fatiguée. Ma chérie, je suis peut-être malade, mais je ne suis pas aveugle. Tu as pleuré cette nuit, et les 2 nuits précédentes aussi. » Élise leva les yeux vers sa mère. Marie avait repris quelques couleurs depuis l'annonce de l'amélioration de son état, mais elle restait fragile, amaigrie par les traitements. Comment tu le sais? Une mère entend tout, surtout quand sa fille essaie de pleurer en silence. Élise soupira et abandonna toute tentative de dissimulation. Il y a un homme. Ah! Marie sourit malgré son inquiétude. Je me doutais bien qu'il y avait quelqu'un derrière ces petites attentions récentes. De quelles attentions? Les fleurs fraîches que tu apportes parfois, ce livre de Colette que tu lis avec un sourire béat, cette façon que tu as de regarder par la fenêtre comme si tu attendais quelque chose. Parle-moi de lui. Élise hésita. Comment expliquer Gabriel sans révéler l'impossibilité de leur situation? Il s'appelle Gabriel. Il est différent, intelligent, attentionné, généreux. Mais nous venons de milieux très différents. Sa famille, son entourage, il ne comprendrait jamais. Marie prit la main de sa fille. « Ma chérie, les différences sociales sont dans la tête. Si cet homme t'aime vraiment, il saura les surmonter. Justement, il m'a demandé en mariage. » Marie écarquilla les yeux. « Et tu as dit non ? » J'ai demandé du temps pour réfléchir. Maman, tu ne comprends pas. Il évolue dans un monde où tout se sait, où tout se juge. Je pourrais lui faire du mal. Et lui, il pourrait te faire du mal aussi. L'amour, c'est toujours un risque. Mais c'est le plus beau risque qui soit. Pendant ce temps, dans les bureaux de Valois & Associés, Gabriel faisait face à un interrogatoire en règle. Henri Valois, son oncle, l'avait convoqué dans son bureau dès son retour de déplacement. Henri était un homme de 68 ans, élégant et autoritaire, qui incarnait la tradition familiale avec une rigidité toute patriarcale. Il accueillit Gabriel avec un sourire froid. « Mon cher neveu, asseyez-vous. Nous avons à parler. » Gabriel prit place dans le fauteuil face au bureau massif en acajou. « Je suppose que c'est au sujet des rumeurs. » « Exactement. Gabriel, vous savez combien j'ai d'affection pour vous. Vous êtes l'héritier de cette entreprise, le dépositaire du nom Valois. Votre comportement se doit d'être irréprochable. Mon comportement est irréprochable. Fréquenter une employée de ménage n'est pas ce que j'appelle irréprochable. » Gabriel sentit la colère monter. Élise Moreau n'est pas qu'une employée de ménage. C'est une femme remarquable, intelligente, courageuse. Je ne mets pas en doute ses qualités personnelles. Mais vous devez comprendre que votre position vous interdit ce genre de fantaisie. Fantaisie! Gabriel se leva, les poings serrés. Vous appelez l'amour une fantaisie? Henri soupira. L'amour, Gabriel, vous la connaissez depuis quelques semaines. C'est de l'engouement, de l'attraction physique peut-être, mais pas de l'amour. Vous ne savez rien de ce que je ressens. Je sais que votre père a fait le même type d'erreur dans sa jeunesse. Une liaison avec la fille d'un de nos jardiniers. Cela lui a passé, heureusement. Gabriel ne connaissait pas cette histoire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Votre père était jeune, idéaliste comme vous. Il croyait pouvoir défier les conventions.
Jusqu'au jour où il a réalisé que ses sentiments causaient du tort à cette jeune femme. Elle a fini par partir d'elle-même, comprenant qu'elle ne pourrait jamais s'intégrer à notre monde. Cette histoire n'a rien à voir avec la mienne. Vraiment? Réfléchissez, Gabriel. Cette mademoiselle Moreau, que ressentira-t-elle lors des dîners d'affaires avec nos partenaires? Sera-t-elle à l'aise dans les galas de charité, les soirées diplomatiques? Lui rendrez-vous service en l'exposant à un monde qui la jugera constamment? Les mots de son oncle atteignaient Gabriel en plein cœur, parce qu'ils faisaient écho à ses propres inquiétudes. Et si elle s'adaptait? Alors, elle ne serait plus elle-même. Elle deviendrait un personnage, une version d'elle-même façonnée pour plaire à notre milieu. Est-ce vraiment ce que vous voulez pour elle? Gabriel se rassit lourdement. Henri continua, sentant qu'il marquait des points. Sans compter les conséquences pour l'entreprise. Nos clients, nos partenaires sont des gens traditionnels. Un scandale pourrait nous coûter des contrats importants. Vous me demandez de renoncer à mon bonheur pour des contrats? Je vous demande de réfléchir aux conséquences de vos actes. Pas seulement pour vous, mais pour elle, pour l'entreprise, pour tous ceux qui dépendent de nous. Gabriel resta silencieux un long moment. Henri ajouta le coup de grâce. Votre père m'a demandé sur son lit de mort de veiller sur vous, de vous guider. C'est ce que je fais. Cette femme, aussi charmante soit-elle, n'est pas de votre monde, et vous le savez. Après cette conversation, Gabriel erra dans Lyon sans but précis. Les mots de son oncle résonnaient dans sa tête, se mêlant aux inquiétudes d'Élise. Pour la première fois, il commençait à douter de la justesse de ses sentiments. Il se retrouva devant la librairie du marché aux puces, où Élise avait admiré l'édition de Colette. Le livre était toujours là. Il l'acheta impulsivement, comme s'il pouvait ainsi préserver un morceau de leur bonheur. Ce soir-là, il l'attendit dans son bureau, le livre sur la table. Quand Élise arriva, elle sembla surprise de le voir. « Je pensais que vous étiez en déplacement. Je suis rentré ce matin. Nous devons parler. » Élise s'assit, remarquant immédiatement le livre. « Vous l'avez acheté ? » « Oui, pour vous, mais aussi pour nous souvenir de ce moment où nous étions heureux, insouciants. » Le ton était mélancolique, presque résigné. Élise sentit son cœur se serrer. « Gabriel, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai parlé avec mon oncle. Il m'a fait comprendre certaines choses, sur nous, sur notre situation. » « Quel genre de choses ?» Gabriel répéta les arguments d'Henri, chaque mot lui coûtant. Élise l'écouta sans l'interrompre, voyant ses propres craintes confirmées par un homme qu'elle ne connaissait pas, mais qui semblait connaître parfaitement son monde. « Votre oncle a raison, » dit-elle finalement d'une voix blanche. Élise, « Non, il a raison. J'y ai réfléchi ces derniers jours. Nous nous sommes laissés emporter par nos sentiments, mais nous avons oublié la réalité. Je ne pourrai jamais être la femme qu'il vous faut. Vous êtes la femme que je veux. Ce n'est pas la même chose. » Elle se leva, prenant le livre. « Merci pour Colette. Je la lirai en pensant à ces quelques semaines de rêve. » Élise, attendez. Mais elle était déjà partie, emportant avec elle les derniers espoirs de Gabriel et laissant derrière elle un homme brisé qui commençait seulement à comprendre le prix de l'amour impossible. Les semaines qui suivirent prirent la couleur grise de l'automne lyonnais. Élise avait repris son rythme effréné entre ses 3 emplois, s'abrutissant de travail pour ne pas penser. Gabriel multipliait les réunions d'affaires et les déplacements, fuyant les lieux qui lui rappelaient trop douloureusement leur histoire. Pourtant, leur vie continuait de se croiser par procuration. La Fondation Espoir avait officiellement vu le jour et Marie Moreau avait été acceptée parmi les premiers bénéficiaires. Les frais médicaux supplémentaires étaient pris en charge, libérant Élise d'un poids financier énorme. Mais cette aide lui rappelait constamment Gabriel. « Ma chérie, tu devrais remercier cette fondation personnellement, » suggéra Marie un matin en lisant la lettre officielle qui confirmait la prise en charge. « Sans eux, nous n'aurions jamais pu nous permettre ces traitements. » Élise détourna le regard. « J'ai déjà envoyé une lettre de remerciement au service administratif. » Ce n'est pas pareil. Une rencontre en personne serait plus appropriée. Maman, je t'assure que ce n'est pas nécessaire. Marie observa sa fille avec attention. Depuis quelques semaines, Élise était redevenue cette jeune femme triste et fermée qu'elle avait été après le départ de son père.
Quelque chose s'était brisé en elle, et Marie soupçonnait que cela avait un lien avec ce Gabriel mystérieux dont elle n'avait plus jamais reparlé. À la boulangerie, Madame Dubois avait remarqué le changement d'humeur d'Élise. Elle était toujours aussi efficace, mais son sourire avait perdu sa spontanéité. « Ma petite Élise, tu me fais penser à ma grand-mère quand elle avait le cœur brisé. Elle souriait à tout le monde, mais ses yeux restaient tristes. Je vais très bien, Madame Dubois. Si tu le dis. Mais n'oublie pas que l'amour, même malheureux, ça rend plus forte. Ma grand-mère a fini par rencontrer mon grand-père, et ils ont eu 60 ans de bonheur ensemble. À la clinique, l'ambiance était plus tendue depuis que Dr Lemaire avait annoncé son départ à la retraite. Son remplaçant définitif devait arriver le mois suivant, et personne ne savait à quoi s'attendre. Mademoiselle Moreau l'interpella Dr Lemaire un après-midi. « J'ai une proposition à vous faire. » Élise leva les yeux de son ordinateur. « Oui, docteur. Le nouveau médecin-chef cherche une assistante médicale. Le poste exige une formation, mais la clinique est prête à la financer. Cela vous intéresse-t-il » L'offre était tentante. Un poste à plein temps, mieux rémunéré, qui lui permettrait d'abandonner ses autres emplois. Mais elle nécessitait une formation de 6 mois à temps plein. C'est très généreux, mais je ne peux pas me permettre d'arrêter de travailler 6 mois. Réfléchissez-y. Avec les aides existantes, notamment cette nouvelle Fondation Espoir qui aide les familles en difficulté, vous pourriez peut-être vous le permettre. Encore cette fondation. Élise avait l'impression que Gabriel la poursuivait même dans leur séparation. Le soir venu, elle se dirigea vers la tour Lumière avec cette mélancolie qui était devenue sa compagne quotidienne. Elle arrivait maintenant vers minuit, quand elle était sûre que Gabriel était parti depuis longtemps. Mais cette nuit-là, en entrant dans son bureau pour le nettoyer, elle découvrit qu'il n'était pas vide. Assis dans son fauteuil, Gabriel la regardait avec des yeux cernés qui trahissaient des nuits blanches. « Bonsoir, Élise. »« Gabriel, je pensais que vous étiez parti. Je voulais vous voir, vous parler. » Élise resta près de la porte, incertaine. « Nous nous sommes tout dit l'autre fois. »« Non, justement, nous n'avons rien dit de ce qui compte vraiment. » Il se leva et s'approcha lentement, comme s'il avait peur qu'elle s'enfuit. « Vous me manquez, Élise, terriblement. »« Mais Gabriel, ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. »« Difficiles ? Vous trouvez qu'elles ne sont pas assez difficiles comme ça. Je n'arrive plus à dormir, plus à me concentrer sur mon travail. Tout me rappelle vous. Cette ville entière me rappelle vous. » Élise sentit ses défenses vaciller. « Vous vous y habituerez. Nous nous y habituerons tous les deux. Et si je ne veux pas m'y habituer? Et si je refuse d'accepter que nous n'ayons pas le droit d'être heureux ensemble? Alors vous souffrirez inutilement. Et moi aussi. » Gabriel s'arrêta à quelques pas d'elle. « J'ai démissionné du conseil d'administration. » Élise le regarda, stupéfaite. « Quoi? J'ai démissionné de mes fonctions dirigeantes. Je garde mes parts dans l'entreprise, mais je ne la dirige plus. Mon oncle reprend les rênes temporairement, en attendant de trouver un successeur. » « Mais pourquoi? Cette entreprise, c'est votre vie. » « Non, c'était ma prison. Ma vraie vie. Elle a commencé le jour où je vous ai trouvé endormi dans cette salle de réunion. » Élise secoua la tête bouleversée. « Gabriel, vous ne pouvez pas tout abandonner pour moi. Je n'abandonne rien. Je choisis. Je choisis de donner un sens à ma fortune autrement qu'en accumulant les profits. Je vais me consacrer entièrement à la fondation, développer des projets sociaux, créer ce monde plus juste dont nous rêvions. Et votre oncle? Votre famille? Mon oncle ne me parle plus, ma famille. Ceux qui comptent vraiment comprendront avec le temps. » Élise sentit des larmes lui monter aux yeux. « Gabriel, vous vous trompez. Cette décision ne change rien à notre situation. Les différences sociales, les regards des autres, tout cela existe encore. Alors nous les affronterons ensemble. »« Non !» L'exclamation lui échappa, plus violente qu'elle ne l'avait voulu. « Vous ne comprenez pas. Je ne veux pas être responsable de vos sacrifices. Je ne veux pas passer ma vie à me demander si vous ne regrettez pas, si vous n'auriez pas été plus heureux avec quelqu'un de votre milieu. Élise, j'ai pris une décision. » Sa voix tremblait, mais elle était déterminée. « Je quitte Lyon. » Gabriel encaissa le coup comme une gifle. « Quoi ? J'ai décidé d'accepter une bourse d'études pour terminer ma licence à Paris.
Ma mère est en rémission. Elle peut me suivre. Nous partons dans 15 jours. C'était un mensonge. Élise venait d'inventer cette histoire sur l'instant, mais elle savait qu'elle allait devoir la concrétiser rapidement. Vous fuyez. J'essaie de nous sauver tous les deux. Gabriel la regarda longuement, cherchant dans ses yeux un signe d'hésitation. Mais il n'y trouva qu'une détermination douloureuse. Si c'est vraiment ce que vous voulez, je ne vous retiendrai pas. Mais sachez une chose, je vous attendrai. Que vous partiez 1 an, 5 ans, 10 ans, je vous attendrai. Parce que ce que nous avons vécu était réel. Parce que ce que je ressens pour vous ne s'effacera jamais. Élise ne put retenir ses larmes plus longtemps. Ne m'attendez pas, Gabriel. Refaites votre vie. Trouvez quelqu'un qui vous rendra heureux sans complications. Il n'y aura jamais personne d'autre que vous. Ces mots résonnèrent dans le bureau silencieux comme un serment et une condamnation. Élise ramassa son sac et se dirigea vers la porte. Adieu, Gabriel. Au revoir, Élise. La nuance était importante. Gabriel refusait de dire adieu, s'accrochant à l'espoir d'un retour qui semblait pourtant improbable. Quand la porte se referma derrière elle, Gabriel s'effondra dans son fauteuil. Pour la première fois depuis la mort de son père, il pleura. Il pleura la perte de la femme qu'il aimait, la fin d'un rêve trop beau pour être vrai, et la solitude qui l'attendait. De son côté, Élise descendait les étages en sanglotant, sachant qu'elle venait de commettre la plus grande erreur de sa vie, mais incapable de faire autrement. Parfois, aimer vraiment quelqu'un, c'était savoir le laisser partir. Cette nuit-là, Lyon sembla pleurer avec eux, une pluie fine lavant les rues comme des larmes sur un visage endolori. 2 mois s'écoulèrent dans un brouillard de solitude partagée. Élise n'était finalement pas partie pour Paris. Son mensonge s'était transformé en une impossibilité pratique qu'elle n'avait pas eu le courage d'affronter. Elle avait simplement changé ses horaires de travail et évitait soigneusement tous les lieux susceptibles de croiser Gabriel. Ce matin de décembre, Marie Moreau reçut une visite inattendue. Docteur Rousseau, son oncologue, avait demandé à la voir pour faire le point sur son traitement. Les nouvelles étaient excellentes. Les dernières analyses montraient une rémission complète. « Madame Moreau, c'est un miracle de la médecine moderne », s'enthousiasmait le médecin. « Votre réaction au traitement a dépassé toutes nos espérances. » Marie souriait, mais son bonheur était teinté d'inquiétude. « Docteur, puis-je vous poser une question personnelle ?»« Bien sûr. Cette fondation Espoir qui a financé mes soins supplémentaires, savez-vous qui en est à l'origine ?» Docteur Rousseau hésita. « C'est confidentiel, mais puisque vous êtes directement concerné, il s'agit de Gabriel Valois, l'ancien dirigeant du groupe Valois & Associés. Il a investi une partie considérable de sa fortune personnelle dans cette fondation. » Le cœur de Marie se serra. Elle commençait à comprendre les liens entre sa guérison et la tristesse de sa fille. « Ce Gabriel Valois, pourriez-vous me parler de lui ? C'est un homme remarquable. Il a tout quitté, son poste, ses responsabilités familiales, pour se consacrer à des causes sociales. Certains disent qu'il a eu le cœur brisé et qu'il se rachète une conscience. Moi, je pense qu'il a simplement trouvé sa véritable vocation. » En rentrant chez elle, Marie découvrit Élise plongée dans ses révisions, mais le livre de Colette que Gabriel lui avait offert traînait sur la table, visiblement relu plusieurs fois. « Élise, nous devons parler. Si c'est encore au sujet de Gabriel, maman. Justement, c'est au sujet de Gabriel. Je sais qui il est. » Élise pâlit. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Je sais qu'il est le fondateur de l'organisation qui me soigne. Je sais que ma guérison, nous la devons en grande partie à lui. Et je sais que tu lui as brisé le cœur, autant qu'il a brisé le tien. » Élise s'effondra, toutes ses défenses cédant d'un coup. « Maman, c'était impossible. Nous venions de mondes trop différents. » « Ma chérie. » Marie s'assit à côté d'elle. « Cet homme a abandonné sa fortune et sa position sociale pour créer une fondation qui aide des gens comme nous. Tu crois vraiment qu'il se soucie encore des différences sociales? Ce n'est pas si simple. Et toi, tu l'aimes encore ?» Élise ne put retenir ses larmes. « Chaque jour davantage. Mais c'est trop tard. J'ai tout gâché. Il n'est jamais trop tard pour l'amour véritable. » Pendant ce temps, Gabriel traversait la période la plus sombre de sa vie. Installé dans un petit bureau près de la Part-Dieu, il consacrait ses journées à développer les projets de la Fondation Espoir. Le travail l'épuisait,
Mais c'était le seul moyen qu'il avait trouvé de donner un sens à sa douleur. Madame Bernstein, qui avait démissionné de Valois & Associés pour le suivre, s'inquiétait de son état. Il maigrissait, dormait peu, et semblait avoir perdu toute joie de vivre. « Monsieur Gabriel, » lui dit-elle un après-midi, « vous devriez rentrer chez vous plus tôt ce soir. Vous ne tenez plus debout. »« Ça va, Madame Bernstein. J'ai encore des dossiers à étudier. Ces dossiers attendront demain. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. » Gabriel leva les yeux de ses papiers. « Comme quoi? Comme un homme qui se punit de quelque chose. Monsieur Gabriel, pardonnez ma familiarité, mais je vous ai vu grandir. Votre père traversait les mêmes moments de désespoir quand il avait perdu quelqu'un qu'il aimait. Mon père a perdu quelqu'un? » Madame Bernstein réalisa qu'elle en avait trop dit. « Ce n'est pas à moi de vous raconter cette histoire. »« Eh bien si, justement, j'ai besoin de savoir. » Après un long silence, Madame Bernstein céda. « Votre père a aimé une jeune femme, il y a très longtemps, avant de rencontrer votre mère. Elle s'appelait Catherine. Elle était fille de jardinier. Mon oncle m'en a parlé. Il a dit que mon père avait renoncé à elle par raison. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Catherine est partie d'elle-même, convaincue qu'elle ne pourrait jamais s'intégrer au monde de votre père. Elle lui a menti, lui a dit qu'elle en aimait un autre. » Gabriel sentit son cœur se serrer. Et ensuite, votre père l'a cru. Il a épousé votre mère quelques années plus tard. Un mariage arrangé, respectable. Mais il n'a jamais cessé de l'aimer. Et quand il a appris la vérité, des années plus tard, il était trop tard. Catherine était morte dans un accident. Il l'a regretté toute sa vie, jusqu'à son dernier souffle. Votre père était un homme bon, mais il n'a jamais été vraiment heureux. Il ne faut pas que vous commettiez la même erreur. Cette révélation bouleversa Gabriel. Rentré chez lui ce soir-là, il repensa à tous les moments où son père semblait absent, mélancolique. Il comprenait maintenant cette tristesse qu'il attribuait au stress des affaires. Il prit une décision soudaine. Il allait retrouver Élise, lui dire la vérité sur l'histoire de son père, lui expliquer qu'il ne devait pas reproduire les erreurs du passé. Mais quand il arriva à la Tour Lumière vers minuit, Martine l'informa qu'Élise ne travaillait plus pour eux depuis une semaine. Elle a donné sa démission brutalement, expliqua la responsable. Elle a dit qu'elle avait trouvé autre chose. Gabriel repartit bredouille, mais déterminé. Il allait la retrouver, quoi qu'il en coûte. Le lendemain, il commença ses recherches. La boulangerie, la clinique, l'université, partout où il pensait pouvoir la trouver. Mais Élise semblait avoir disparu de la circulation. Ce fut finalement Dr Lemaire qui lui donna la clé de l'énigme. Gabriel l'avait contacté en se présentant comme un responsable de la Fondation Espoir, souhaitant proposer une bourse d'études à Élise. « Mademoiselle Moreau ?» Dr Lemaire sembla surpris. « Elle vient justement de commencer sa formation d'assistante médicale ici même, à la clinique. La formation est financée par... Oh, comme c'est curieux, par votre fondation justement. » Gabriel raccrocha, un sourire se dessinant sur ses lèvres pour la première fois depuis des mois. Élise était encore à Lyon. Elle suivait une formation financée par sa propre fondation. Le destin leur offrait une seconde chance. Il fallait qu'il la voie, qu'il lui parle, qu'il lui dise tout ce qu'il avait sur le cœur. Mais cette fois, il procéderait différemment. Il ne se contenterait pas de mots. Il lui prouverait par ses actes qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Le plan qu'il élabora cette nuit-là allait changer le cours de leurs deux vies. Gabriel Valois, l'homme qui avait renoncé à un empire par amour, s'apprêtait à jouer sa dernière carte pour reconquérir celle qui donnait un sens à son existence. Élise découvrait chaque jour avec émerveillement les subtilités de sa nouvelle formation. Devenir assistante médicale représentait pour elle bien plus qu'un simple changement de carrière. C'était la concrétisation d'un rêve qu'elle n'avait jamais osé formuler. Travailler auprès des patients, les accompagner dans leurs épreuves, comprendre leurs souffrances, tout cela donnait un sens profond à sa vie. Ce jeudi matin de janvier, Dr Martinet, son nouveau supérieur, l'informa d'une réunion exceptionnelle. « Mademoiselle Moreau, nous recevons aujourd'hui le représentant de la Fondation Espoir. Il souhaite rencontrer nos étudiants boursiers pour faire le point sur le programme. Votre présence est requise à 14 heures en salle de conférence. » Élise acquiesça sans se douter de rien.
La Fondation Espoir était devenue une réalité abstraite pour elle, une organisation bienfaitrice qu'elle remerciait mentalement chaque jour sans y associer le visage de Gabriel. À l'heure dite, elle rejoignit la salle de conférence avec les 5 autres bénéficiaires du programme. Dr Martinet présidait la réunion, face à un homme qu'elle ne distinguait pas clairement, assis dos à la fenêtre. « Mes chers étudiants, j'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Gabriel Valois, fondateur et directeur de la Fondation Espoir. » Le cœur d'Élise s'arrêta de battre. L'homme se retourna lentement, et leurs regards se croisèrent pour la première fois depuis 3 mois. Gabriel était amaigri, ses traits tirés trahissaient des nuits sans sommeil, mais ses yeux gris-bleu conservaient cette intensité qui l'avait toujours troublé. « Bonjour, dit-il simplement, son regard ne quittant pas Élise. « Je suis ravi de rencontrer enfin ceux qui bénéficient de notre programme. » Élise sentit ses jambes se dérober sous elle. Heureusement, elle était assise. Autour d'elle, les autres étudiants manifestaient leur reconnaissance avec des sourires et des remerciements chaleureux, inconscients du drame qui se jouait entre les 2 protagonistes. Gabriel entama sa présentation avec un professionnalisme parfait, expliquant les objectifs de la Fondation, ses projets futurs, l'importance de l'égalité d'accès aux soins et à la formation. Mais Élise n'entendait que sa voix, cette voix qui avait hanté ses nuits depuis leur séparation. « Notre Fondation croit fermement que chaque personne mérite une seconde chance, » disait-il en la regardant directement. « Que les erreurs du passé, les malentendus, les peurs ne doivent pas nous empêcher de construire un avenir meilleur. » Le message était clair. Élise sentit ses joues s'empourprer. « Monsieur Valois, » intervint l'un des étudiants, « comment choisissez-vous les bénéficiaires de vos bourses ?» Gabriel sourit, ce sourire qu'Élise connaissait si bien. « Nous recherchons des personnes exceptionnelles, des personnes qui ont fait preuve de courage, de détermination, qui ont su surmonter des épreuves difficiles, des personnes qui nous inspirent par leur humanité. » Son regard se posa à nouveau sur Élise. « Parfois, nous découvrons ces perles rares dans les endroits les plus inattendus. » Après la présentation, Gabriel proposa de rencontrer individuellement chaque étudiant pour faire le point sur leur progression. Élise fut convoquée en dernier. Quand ils se retrouvèrent seuls dans le petit bureau que Dr Martinet avait mis à disposition, un silence pesant s'installa entre eux. « Bonjour, Élise. Bonjour, Gabriel. » Sa voix était à peine audible. « Comment allez-vous ?»« Bien. Et vous ?»« Mieux maintenant. » Ils se regardaient sans oser se rapprocher, comme 2 aimants de même pôle qui se repoussent tout en s'attirant. « Pourquoi ?» demanda finalement Élise. « Pourquoi avoir organisé cette rencontre ? Parce que j'avais besoin de vous voir, de savoir comment vous alliez, et parce que j'avais des choses importantes à vous dire. Gabriel, nous nous sommes tout dit. Non, justement, il y a des choses que vous ignorez, sur mon père, sur l'histoire de notre famille. » Gabriel lui raconta l'histoire de Catherine, l'amour impossible de son père, les regrets qui l'avaient tenté toute sa vie. Il a passé 30 ans à regretter de ne pas s'être battu pour elle, 30 ans à pleurer une femme qu'il avait laissée partir par lâcheté. Je ne veux pas commettre la même erreur. Élise l'écouta, bouleversée. Gabriel, j'ai appris autre chose aussi. Votre mère va beaucoup mieux. Les médecins parlent de rémission complète. Oui, grâce à vous. Grâce à votre fondation. Non, grâce à sa force et à votre amour. Ma fondation n'a fait que faciliter les choses. Élise sentit les larmes lui monter aux yeux. Pourquoi m'avez-vous aidé, même après notre séparation? Parce que je vous aime, parce que votre bonheur compte plus pour moi que ma propre souffrance. Gabriel, arrêtez, c'est trop douloureux. Et si on arrêtait de souffrir, et si on décidait enfin d'être heureux ensemble? Élise secoua la tête. Rien n'a changé. Les différences sociales... Regardez autour de vous, la coupa Gabriel. Vous êtes en formation pour devenir assistante médicale. Vous allez avoir un métier respectable, un salaire décent. Votre mère va bien. Vous avez une chance de reconstruire votre vie. Une chance que je vous dois. Une chance que vous avez saisie. J'ai juste ouvert une porte. C'est vous qui l'avez franchie. Élise regardait par la fenêtre les toits de Lyon qui scintillaient sous le soleil d'hiver. « Et vous, votre famille, votre oncle ?» Mon oncle a fini par comprendre que j'étais plus heureux en aidant les autres qu'en dirigeant une entreprise.
Quant à ma famille, ceux qui m'aiment vraiment accepteront mes choix. Gabriel, Élise, j'ai une proposition à vous faire. Elle se tourna vers lui, intriguée. La Fondation cherche une coordinatrice pour ses programmes sociaux. Quelqu'un qui comprenne les difficultés des bénéficiaires parce qu'elle les a vécues. Quelqu'un de passionné, d'intègre, de courageux. Vous me proposez un travail? Je vous propose un avenir. Ensemble, si vous l'acceptez. Séparément, si vous préférez. Mais dans les deux cas, je veux que vous sachiez que vous avez votre place dans ce monde, que vous la méritez. Élise sentit quelque chose se libérer en elle. Pour la première fois depuis des mois, elle osait imaginer un futur où elle ne serait plus seulement une survivante, mais une femme accomplie. Et nous, qu'est-ce que nous devenons? Gabriel s'approcha lentement, tendant la main vers elle. Nous recommençons, à votre rythme, selon vos conditions. Nous apprenons à nous connaître vraiment, sans la pression des circonstances. Nous construisons quelque chose de solide, de durable. Élise regarda cette main tendue. Y poser la sienne signifiait accepter de croire à nouveau à l'amour, au bonheur, à l'avenir. C'était prendre le risque de souffrir encore, mais aussi celui d'être heureuse. Une chose à la fois, murmura-t-elle en se rappelant leurs premiers mots sur le toit de la tour Lumière. Une chose à la fois, confirma Gabriel avec un sourire qui illumina son visage fatigué. Lentement, très lentement, Élise posa sa main dans la sienne. Le contact fut comme une décharge électrique qui réveilla tous leurs sens endormis. « J'ai tellement eu peur de vous perdre définitivement », avoua Gabriel. « Vous ne m'avez jamais perdu. J'étais juste égaré. » Ils restèrent ainsi, debout face à face, leurs mains jointes, sentant que quelque chose de nouveau commençait entre eux. Quelque chose de plus mûr, de plus conscient, de plus solide que leur passion première. Dehors, Lyon s'éveillait à un nouveau jour, et avec elle, l'espoir renaissait dans le cœur de deux êtres qui avaient failli passer à côté de leur bonheur. Les semaines qui suivirent leur réconciliation prirent une couleur nouvelle, faite de prudence et d'espoir mêlés. Élise et Gabriel avançaient doucement, apprenant à se redécouvrir dans ce nouveau contexte où leur statut s'était équilibré. Élise excellait dans sa formation d'assistante médicale. Dr Martinet ne tarissait pas d'éloges sur ses compétences naturelles et son empathie exceptionnelle avec les patients. Cette reconnaissance professionnelle lui donnait une confiance en elle qu'elle n'avait jamais connue. « Mademoiselle Moreau, lui dit-il un matin, j'aimerais que vous accompagniez la délégation médicale qui visite les hôpitaux européens le mois prochain. Votre perspective unique enrichirait notre approche des soins. » Élise rougit de plaisir. « Docteur, c'est un honneur, mais je ne suis qu'étudiante. Vous êtes bien plus que cela. Vous avez cette capacité rare de comprendre vraiment ce que vivent nos patients. C'est précieux. » Le soir même, elle partagea cette nouvelle avec Gabriel lors de l'un de leurs dîners hebdomadaires. Ils avaient pris l'habitude de se retrouver dans de petits restaurants discrets, loin des regards curieux, pour parler de tout et de rien. « C'est merveilleux, Élise. Vous voyez, je vous avais dit que vous trouveriez votre place dans ce monde. Grâce à vous. » « Mais non !» Gabriel secoua fermement la tête. « Grâce à vous. J'ai juste ouvert une porte, mais c'est votre talent, votre travail, votre personnalité qui vous mène vers cette réussite. » Élise sourit, touchée par sa générosité. Ces dernières semaines, elle avait redécouvert Gabriel sous un jour nouveau. Débarrassé de la pression de ses responsabilités familiales, il s'épanouissait dans son travail humanitaire. Il rayonnait d'une passion qu'elle ne lui avait jamais vue. « Et vous? Comment avance le projet de logements sociaux ?» Gabriel s'anima. « Formidablement! Nous avons obtenu les autorisations pour construire 50 appartements adaptés aux familles monoparentales. Et devinez qui va superviser l'accompagnement social des résidents? Qui? Vous, j'espère, si vous acceptez le poste de coordinatrice que je vous ai proposé. » Élise posa sa fourchette. « Gabriel, nous en avons déjà parlé. Je ne veux pas que notre relation professionnelle interfère avec nous. Il n'y aura aucune interférence. Vous travailleriez directement avec l'équipe sociale, pas avec moi. J'ai appris à déléguer, vous savez. » C'était vrai. Gabriel avait profondément changé depuis qu'il dirigeait la fondation. Il était plus détendu, plus accessible, mais aussi plus déterminé dans ses convictions. « Laissez-moi finir ma formation d'abord. Ensuite, nous verrons. Bien sûr, tout en son temps. »
Cette patience nouvelle chez Gabriel touchait Élise. L'homme pressé et parfois impulsif qu'elle avait connu avait appris à respecter ses rythmes, ses besoins. Quelques jours plus tard, Marie Moreau eut une conversation qui allait tout changer. Elle rendait visite à Dr Rousseau pour ses examens de contrôle quand elle croisa une femme élégante dans la salle d'attente. « Excusez-moi, » dit la femme en s'approchant. « Vous êtes bien Madame Moreau ?»« Oui, je suis Madame Bernstein. J'ai travaillé pour Gabriel Valois. » Marie se raidit légèrement. « Ah, Madame Moreau, pardonnez ma franchise, mais il faut que vous sachiez quelque chose. Votre fille et Gabriel s'aiment profondément, mais ils sont tous les deux trop fiers, trop prudents pour se laisser aller au bonheur. Je le sais, mais que puis-je y faire? Plus que vous ne le pensez. Gabriel respecte énormément votre opinion. Si vous lui donniez votre bénédiction, cela changerait tout pour lui. » Marie réfléchit. « Et pourquoi feriez-vous cela? » « Parce que j'ai vu Gabriel grandir. J'ai vu son père gâcher sa vie par excès de convenance, et je refuse de voir Gabriel commettre la même erreur. Votre fille l'a rendu meilleur. Il mérite d'être heureux. » Cette conversation troubla profondément Marie. Le soir même, elle aborda le sujet avec Élise. « Ma chérie, j'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui. Quelqu'un qui travaille avec Gabriel. » Élise leva les yeux de ses cours. « Ah, elle m'a dit quelque chose d'intéressant. Que Gabriel attend ma bénédiction pour vous demander officiellement en mariage. Maman, écoute-moi. Cet homme a sauvé ma vie en finançant mes soins. Il a renoncé à sa position sociale pour ses convictions. Il t'aime au point de respecter tes peurs et tes hésitations. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? J'ai peur, maman. Peur de ne pas être à la hauteur de son monde. Son monde, maintenant, c'est aider les gens comme nous. Tu es au cœur de ce monde, ma chérie. » Marie prit les mains de sa fille. « Tu sais ce que m'a dit ton père avant de partir? Il m'a dit qu'il ne m'aimait pas assez pour affronter les difficultés avec moi. Gabriel, lui, a prouvé qu'il t'aimait assez pour tout sacrifier. La différence est là. » Ces paroles résonnèrent longtemps dans l'esprit d'Élise. Le lendemain, elle prit une décision qui allait surprendre Gabriel. Elle se rendit à son bureau de la fondation sans prévenir. Gabriel était en réunion, mais quand sa secrétaire annonça sa visite, il interrompit tout pour la recevoir. « Élise, que se passe-t-il? »« J'accepte. »« Vous acceptez quoi? »« Le poste de coordinatrice, le voyage en Europe, tout. » Gabriel la regarda, médusé. « Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? »« Ma mère, elle m'a fait comprendre que j'avais le droit d'être heureuse, que nous avions le droit d'être heureux ensemble. » Gabriel s'approcha lentement. Élise. « Je vous aime, Gabriel. J'ai eu tort de laisser la peur nous séparer. Si vous voulez encore de moi, si vous pensez encore que nous pouvons construire quelque chose ensemble... » Gabriel la prit dans ses bras avec une tendresse infinie. « Si je veux encore de vous. Élise, je n'ai jamais cessé de vous vouloir, de vous aimer, de rêver de notre avenir ensemble. » Ils restèrent enlacés un long moment, savourant ces retrouvailles véritables. Autour d'eux, l'équipe de la Fondation souriait discrètement, heureuse de voir leur patron retrouver enfin la joie de vivre. « Gabriel » murmura Élise contre son épaule. « Oui, cette fois, nous prenons notre temps. Nous faisons les choses bien. Nous faisons les choses comme vous le souhaitez. J'ai appris la patience. Et moi, j'ai appris le courage. » Ils se séparèrent pour se regarder dans les yeux, y lisant la promesse d'un bonheur enfin possible. « Une chose à la fois ?» demanda Gabriel en souriant. « Une chose à la fois, » confirma Élise. Mais cette fois, ils savaient tous les deux que chaque chose les mènerait vers leur destinée commune. L'amour avait triomphé de la peur et l'avenir leur appartenait. 6 mois après leurs retrouvailles officielles, Élise et Gabriel formaient une équipe redoutable au sein de la Fondation Espoir. Leur complémentarité était évidente. Lui apportait la vision stratégique et les ressources, elle la compréhension humaine et l'empathie nécessaires aux projets sociaux. Leur amour, désormais public, avait été accueilli avec bienveillance par la plupart de leurs proches et collaborateurs. Mais ce matin de juin, une tempête inattendue allait mettre leur relation à l'épreuve. Gabriel venait d'arriver au bureau quand son téléphone sonna. L'avocat de la famille Valois était à l'autre bout du fil, visiblement agité. « Gabriel, nous avons un problème, un gros problème. Que se passe-t-il, maître Durand ?»
Votre oncle Henri conteste votre gestion de la fondation devant le tribunal. Il affirme que vous dilapidez l'héritage familial et demande votre mise sous tutelle pour instabilité émotionnelle et décisions irrationnelles. Gabriel sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il peut faire cela? Malheureusement, oui. Il détient encore 30% des parts de l'entreprise familiale et peut invoquer une clause de protection du patrimoine. Le plus grave, c'est qu'il met en avant votre relation avec mademoiselle Moreau comme preuve de votre déséquilibre. Gabriel ferma les yeux. Il aurait dû s'y attendre. Son oncle n'avait jamais accepté ses choix de vie, et cette attaque juridique était sa façon de reprendre le contrôle. Quelles sont nos chances? Difficile à dire. Si le tribunal considère que votre comportement nuit aux intérêts familiaux, il pourrait geler vos comptes, suspendre vos activités de fondation. Il nous faut une stratégie de défense solide. Gabriel raccrocha, bouleversé. Comment annoncer cela à Élise? Comment lui dire que leur amour était de nouveau instrumentalisé contre eux? Il n'eut pas à le faire. Élise arriva quelques minutes plus tard, un journal à la main, le visage livide. « Gabriel, avez-vous vu la presse ce matin ?» Elle lui tendit le journal. À la une s'étalait un titre sensationnaliste. « L'héritier Valois sous tutelle, quand l'amour rend fou ». L'article détaillait les accusations d'Henri Valois avec force détail sur la liaison scandaleuse entre Gabriel et son ancienne femme de ménage. « Élise, c'est à cause de moi. » Sa voix était blanche. « Votre oncle se sert de notre relation pour vous attaquer. Ce n'est pas votre faute. Mon oncle cherchait un prétexte. Il l'aurait trouvé de toute façon. Mais Élise n'écoutait plus. Elle lisait l'article qui décrivait leur histoire dans les termes les plus humiliants possibles, la présentant comme une aventurière qui avait séduit un homme fragilisé par le deuil. « Gabriel, je ne peux pas vous laisser perdre votre héritage à cause de moi. »« Mon héritage ?» Gabriel eut un rire amer. « Élise, vous êtes mon héritage. Vous et ce que nous construisons ensemble. Le reste, ce ne sont que des chiffres sur un compte en banque. Non, vous ne comprenez pas. Sans cet argent, la fondation va s'arrêter. Tous ces projets, toutes ces personnes que nous aidons. Ma propre mère. » Gabriel prit ses mains, tentant de la calmer. « Nous trouverons d'autres financements, d'autres mécènes. La fondation survivra. Et si vous perdez? Si le tribunal vous donne tort, votre réputation sera détruite, votre avenir compromis. Alors nous recommencerons ailleurs. Ensemble. » Élise secoua la tête, les larmes aux yeux. « Je ne peux pas vous demander un tel sacrifice. » La journée qui suivit fut un cauchemar. Les journalistes assiégeaient les bureaux de la Fondation, les téléphones ne cessaient de sonner. Plusieurs partenaires financiers appelèrent pour suspendre temporairement leur collaboration en attendant que la situation se clarifie. Le plus dur fut la réaction de certains bénéficiaires de la Fondation. Madame Dupont, une veuve qui recevait une aide pour l'opération de son petit-fils, téléphona en pleurs. « Mademoiselle Moreau, est-ce vrai ce qu'on dit dans les journaux, que la fondation va fermer ?» Élise ne savait que répondre. « Madame Dupont, nous faisons tout pour. Mon petit-fils doit être opéré la semaine prochaine. Si vous ne pouvez plus nous aider… » Élise raccrocha, effondrée. Gabriel la trouva en larmes dans son bureau. « Élise, qu'est-ce qui se passe? Je détruis tout. La fondation, votre vie, l'espoir de toutes ces familles. Vous ne détruisez rien. C'est mon oncle qui attaque, pas vous. C'est notre relation qui lui donne des munitions, » explosa-t-elle. « Sans moi, il n'aurait aucun prétexte pour contester vos décisions. » Gabriel s'agenouilla devant elle. « Élise, regardez-moi. Écoutez-moi bien. Je préfère perdre tout mon argent plutôt que de vous perdre vous. Moi, je ne peux pas accepter que des familles souffrent à cause de nos sentiments. » « Ah, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire ?» Élise prit une grande inspiration. Ces mots suivants allaient lui déchirer le cœur. « Je dis que si notre amour met en danger l'aide que nous apportons aux plus démunis, alors nous devons y renoncer. » « Élise, non !»« Gabriel, combien de familles dépendent de la fondation? Combien d'enfants malades? Combien de mères seules? Notre bonheur ne peut pas primer sur leur survie. » Gabriel sentit le monde s'écrouler autour de lui. « Vous me demandez de choisir entre vous et la fondation? Je vous demande de faire ce qui est juste, ce que votre conscience vous dicte. Ma conscience me dicte de me battre, de ne pas céder au chantage.
Et si vous perdez, que deviendront toutes ces personnes? Gabriel n'avait pas de réponse. Cette question le hantait depuis le matin. Le silence qui s'installa entre eux était lourd de tous les non-dits, de toutes les peurs. Dehors, Lyon continuait de vivre, indifférente au drame qui se jouait dans ce petit bureau. « J'ai besoin de réfléchir », murmura finalement Gabriel. « Moi aussi. » Ils se séparèrent ce soir-là sans se dire au revoir, chacun emportant le poids de l'impossible décision qui les attendait. L'amour pouvait-il vraiment triompher de tout, ou existait-il des circonstances où il fallait savoir y renoncer pour un bien supérieur? Cette nuit-là, ni l'un ni l'autre ne dormit. Ils savaient que le lendemain apporterait des choix qui pourraient déterminer le reste de leur vie. Et pour la première fois depuis longtemps, l'issue leur semblait incertaine. Le jour de l'audience au tribunal de commerce de Lyon, une foule inhabituelle s'était rassemblée devant les marches du palais de justice. Gabriel n'en croyait pas ses yeux. Des dizaines de bénéficiaires de la Fondation Espoir étaient venus témoigner leur soutien, malgré la campagne de presse négative. Madame Dubois de la boulangerie était là, tenant une pancarte. « Gabriel et Élise, merci pour votre générosité. » Docteur Lemaire avait fermé sa clinique pour l'après-midi et arborait un badge. L'amour guérit aussi. Même Martine Desclas-Service avait fait le déplacement avec plusieurs de ses employés. Mais ce qui émut le plus Gabriel, ce fut de voir Marie Moreau, encore fragile mais déterminée, avancer vers lui en tenant une lettre. « Gabriel, » dit-elle avec cette dignité qui caractérisait sa fille, « j'ai quelque chose pour vous, une lettre que j'ai écrite au juge. Mais d'abord, où est Élise ?» Gabriel baissa la tête. « Elle n'est pas venue. Elle pense que sa présence nuirait à ma défense. Cette petite sotte, » Marie soupira, « elle est chez nous, en train de se morfondre en imaginant le pire. Gabriel, il faut que vous sachiez, Élise vous aime plus que sa propre vie. Si elle n'est pas ici, c'est par sacrifice, pas par abandon. » À l'intérieur du tribunal, l'audience commença dans une atmosphère tendue. Henri Valois, accompagné de ses avocats, présenta son réquisitoire avec une froideur calculée. « Messieurs les juges, mon neveu Gabriel a dilapidé en 18 mois plus de 20 millions d'euros en projets utopiques. Cette fondation n'est qu'un caprice coûteux, inspiré par une liaison déplacée avec une femme de condition modeste qui a profité de sa naïveté. » Maître Durand, l'avocat de Gabriel, se leva pour la défense. Mais avant qu'il puisse parler, Gabriel demanda la parole. « Monsieur le Président, puis-je m'exprimer personnellement ?» Le juge acquiesça. Gabriel se leva, le cœur battant. « Messieurs les juges, mon oncle a raison sur un point. J'ai changé depuis que j'ai rencontré Élise Moreau, mais pas comme il le prétend. » Gabriel se tourna vers l'assistance, où il reconnut tant de visages familiers. « Élise m'a appris que la vraie richesse ne se compte pas en euros, mais en vies transformées. Grâce à la Fondation Espoir, 50 familles ont pu accéder à des soins médicaux vitaux. 100 enfants suivent aujourd'hui des études qu'ils n'auraient jamais pu financer. 200 personnes vivent dans des logements décents. » Il marqua une pause, la voix légèrement tremblante. « Mon oncle parle de dilapidation. Moi, je parle d'investissement dans l'humanité. Et si aimer une femme exceptionnelle, courageuse, qui se bat chaque jour pour les autres, si cela fait de moi un homme irresponsable, alors je plaide coupable. » Un murmure approbateur parcourut l'assistance. Mais Gabriel n'avait pas terminé. « Cependant, si ce tribunal estime que mon amour pour Élise Moreau compromet ma capacité à gérer un patrimoine au service des plus démunis, alors j'ai une proposition. » Le silence se fit total dans la salle. « Je cède l'intégralité de mes biens personnels à la Fondation Espoir, qui deviendra indépendante de tout contrôle familial. L'argent des Valois servira à perpétuité à aider ceux qui en ont besoin, quelle que soit ma situation personnelle. » Henri Valois blêmit. « Gabriel, tu ne peux pas… » »« Si, mon oncle, et c'est exactement ce qu'Élise m'a inspiré. Donner sans compter, aimer sans condition. » À ce moment précis, les portes du tribunal s'ouvrirent avec fracas. Élise apparut, hors d'haleine, suivie de près par Madame Bernstein. « Excusez-moi, Monsieur le Président. » Élise s'avança jusqu'au barreau. « Je dois témoigner. » Le juge, intrigué par cette entrée théâtrale, accepta.
Mesdames et messieurs les juges, je suis Élise Moreau, celle qu'on présente comme une aventurière, une profiteuse. Elle se tourna vers Henri Valois. « Monsieur Valois, vous accusez votre neveu d'irresponsabilité? Savez-vous qu'il travaille 70 heures par semaine pour la Fondation? Qu'il a transformé ses appartements de luxe en bureaux pour économiser les frais de location? Qu'il vit plus simplement que la plupart des employés de son ancienne entreprise? » Elle se tourna ensuite vers Gabriel, les larmes aux yeux. « Gabriel, vous venez de proposer de tout donner, mais vous avez déjà tout donné. Votre temps, votre énergie, votre cœur. Et si j'ai eu peur de vous aimer, c'est justement parce que je mesure la grandeur de votre sacrifice. » Élise. « Non, laissez-moi finir. Messieurs les juges, cet homme m'a sauvé. Pas financièrement, ça c'est accessoire. Il m'a sauvé en me montrant que je valais quelque chose, qu'une femme de ménage pouvait devenir coordinatrice de projets sociaux, qu'une fille de banlieue pouvait rêver d'un avenir meilleur. » Sa voix se raffermit. « Si aimer Gabriel Valois fait de moi une opportuniste, alors oui, je suis opportuniste. Opportuniste de bonheur, d'espoir, d'amour vrai. Et si notre amour dérange, c'est peut-être parce qu'il prouve que les barrières sociales ne sont que des constructions artificielles que seule la lâcheté maintient debout. » L'assistance éclata en applaudissements. Le juge dut réclamer le silence. Henri Valois demanda à son tour la parole. Il se leva lentement, semblant soudain très âgé. « Messieurs les juges, je retire ma plainte. » Un silence stupéfait accueillit cette déclaration. « Mon neveu a raison. Et cette jeune femme aussi. J'ai passé ma vie à défendre des principes dépassés, à protéger un patrimoine au détriment de ce qui compte vraiment. » Il regarda Gabriel avec une émotion visible. « Gabriel, ton père serait fier de toi. Tu as eu le courage qu'il n'a pas eu. Tu as choisi l'amour plutôt que les convenances. Pardonne-moi. » L'audience fut levée dans une atmosphère d'émotion générale. Élise et Gabriel se retrouvèrent dans les bras l'un de l'autre, sous les applaudissements de leur soutien. « Gabriel, » murmura Élise contre son oreille, « vous accepteriez d'épouser une coordinatrice de projets sociaux qui vous aime à la folie, seulement si elle accepte d'épouser un ancien riche héritier reconverti en travailleur social qui l'aime encore plus fort. » Ils s'embrassèrent enfin, librement, publiquement, sans se soucier des regards ou des photographes. Leur amour avait triomphé de tous les obstacles. 1 an plus tard, la cérémonie de mariage eut lieu dans le parc de la Tête d'Or, sous un chapiteau simple et élégant. Marie Moreau, en pleine forme, rayonnait dans sa robe de mère de la mariée. Henri Valois, réconcilié avec son neveu, avait accepté de témoigner pour Gabriel. La Fondation Espoir était devenue l'une des organisations caritatives les plus respectées de France. Élise, désormais directrice opérationnelle, supervisait des projets dans toute l'Europe. Gabriel avait créé un réseau de fondations similaires dans d'autres pays. Leur bonheur était simple et authentique. Ils vivaient dans un appartement modeste du 3e arrondissement de Lyon, recevaient leurs amis autour de repas préparés ensemble et trouvaient leur plus grande joie dans les lettres de remerciement des familles qu'ils aidaient. Madame Dubois avait préparé le gâteau de mariage. Dr Lemaire était le témoin d'Élise. Madame Bernstein dirigeait l'organisation avec son efficacité habituelle. Quand le maire prononça la formule traditionnelle, Gabriel et Élise se regardèrent avec cette complicité qui avait commencé une nuit de novembre dans une salle de réunion. « Oui, » dirent-ils ensemble, « nous le voulons. » Et pour la première fois depuis le début de leur histoire, ils surent avec certitude que plus rien ne pourrait jamais les séparer. L'amour avait vaincu tous les préjugés, toutes les peurs, toutes les différences. À Lyon, ville des Lumières, 2 âmes s'étaient trouvées et avaient illuminé le monde autour d'elles.